Bon, je pense qu'on va commencer. Merci beaucoup de vous être rendu présent jusqu'à la fin de ce cycle. Donc aujourd'hui, c'est le dernier webinaire de ce cycle de webinaires consacré aux commerçants sur la vente en ligne. Donc Vincent va continuer sur Shopify et clôturer sur ce sujet-là. Voilà, à l'issue de tout ce cycle de webinaire, on va vous renvoyer de toute façon tous les éléments et d'autres sources aussi complémentaires qui vont vous permettre d'avancer et de mettre en œuvre concrètement tous les conseils qui ont été prodigués par Vincent. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact soit avec lui, soit avec la CCI. On mène d'autres actions aussi pour les commerçants pour accompagner la digitalisation, notamment des diagnostics qui vous permettent de mettre le doigt un petit peu sur les failles de votre stratégie digitale et on essaye avec vous de trouver des solutions et de vous accompagner évidemment pour grandir là-dessus. Donc n'hésitez pas, on va vous remettre tous les contacts utiles. Voilà, et n'hésitez surtout pas à laisser aussi votre avis sur notre page Google, voilà, surtout si vous avez été satisfait, bien sûr, mais si vous n'avez pas été également. Voilà, qu'on puisse avancer nous aussi et profiter de vos avis. Je laisse la parole à Vincent et je vous souhaite un bon dernier webinaire. Merci Marie. Alors, bonjour à tous ceux qui ont rejoint. Du coup, cet atelier numéro 2 sur Shopify, il est dédié à continuer tout simplement tout ce qu'on avait commencé sur la partie création de votre boutique. Donc, je vais vous faire un petit récap, bien sûr, de ce qu'on a vu. Il faudrait que quelqu'un m'autorise à partager mon écran, juste si c'est possible, Sarah ou Marie, s'il vous plaît. Et comme ça, je vais pouvoir vous partager mon écran. Donc, dans le premier atelier Shopify, je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas pu participer au premier atelier. On a vu comment créer des articles, comment créer des collections et comment gérer et administrer sa page d'accueil sur Shopify. On a vu principalement ces 3 grandes étapes. Là, je vais vous montrer dans cet atelier un peu plus de pratico-pratique et enfin, un peu plus de technique, on va dire. Un peu plus aussi de paramétrage sur votre boutique, le paramétrage concret, c'est-à-dire créer vos taxes, vos zones de livraison, créer vos tarifs d'expédition, voilà. Personnaliser, on va dire, toute la logistique de votre commerce. Donc l'idée, c'est ça, c'est de vraiment voir tout ce qui est pratico-pratique sur le fonctionnement de votre boutique et vous montrer vraiment comment ça fonctionne de A à Z. Donc, je suis bon, j'ai pu vous partager mon écran. Je m'ouvre le chat pour les questions. Ok. Le titre de la page référent en ce moment, moteur de recherche. Ok, de Olivier. Oui, bien sûr. Ouais, dans tous les cas, on reprend ce qu'on a vu. On l'a pas vu sur la page d'accueil, comment personnaliser son apparence dans les résultats de recherche. Donc on va reprendre sur ça dans tous les cas. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté ici dans la présentation du tableau de bord? Non, on devait s'être arrêté ici, à mon avis. Voilà, ici sur la page d'accueil. Hop. Alors, donc je vais vous montrer directement en fait ce qu'on a fait hier, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là. En fait, tout simplement, l'idée, quand on crée sa boutique sur Shopify, c'est déjà de suivre les instructions que Shopify vous donne sur votre accueil et votre tableau de bord. Donc en général, c'est toujours structuré de la même manière, c'est ajouter un produit, personnaliser le thème, ajouter un domaine si vous avez déjà acheté un nom de domaine, c'est-à-dire monsite.com chez OVH par exemple ou chez One and One. Vous allez pouvoir le transférer ici. Sans avoir à le changer, on va dire, et sans avoir à en acheter à nouveau. L'hébergement est compris avec la formule de Shopify. Donc là, ce qu'on va voir dans cet atelier, c'est d'abord de terminer sur la page d'accueil et votre boutique, la personnalisation visuelle de la boutique, pour ensuite derrière faire tout ce qui est paramétrage technique. Donc, pour personnaliser sa boutique, et l'apparence dans les moteurs de recherche, ici, en fait, si on va dans les préférences, on va pouvoir justement personnaliser tout l'affichage dans les résultats de recherche à travers le titre et la métadescription. Je vais vous montrer après comment on fait pour les produits et les collections. Il faut savoir que tout est paramétrable dans Shopify, donc pas de souci à ce niveau-là, vous pouvez vraiment tout gérer. Donc là, je suis toujours sur ma boutique d'horloger, des montres féminines. Hop, voilà. Non, ça c'était une autre boutique de test. Par exemple, montre Made in France, éco-responsable. Hop, l'horloger. Donc là, je peux ajouter éventuellement la ville
Pourquoi? Parce qu'en fait, je vois que j'ai 58 caractères sur 70 utilisés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'optimiser l'espace plutôt que de mettre juste, par exemple, ici, si je fais ça et j'écris juste, si j'écris juste accueil, comment les gens peuvent me trouver sur Google, en fait. C'est ça le problème. Là, on va personnaliser la page d'accueil, donc notre nom de domaine. Donc là, ce serait par exemple l'horloger.com. Si je personnalise ça et que je mets juste accueil, faut se dire en fait que ces résultats-là, l'objectif est de se positionner sur les requêtes des utilisateurs. Aucun utilisateur sur Google ne va taper accueil pour trouver une boutique de montres faites à la main en France. Donc, c'est pour ça qu'on fait des titres et des métadescriptions qui vont être descriptifs. Ces éléments-là, c'est les éléments en fait, qui vont s'afficher dans les résultats de recherche. Si je tape montre fait main France dans Google, ces résultats-là sont en fait le titre et la métadescription de cette page. Il faut savoir qu'un titre et une métadescription, c'est unique pour chaque page. Et on doit les personnaliser justement pour, euh, pour tout simplement avoir des résultats spécifiques dans les résultats de recherche et avoir des objectifs de référencement. Quel est l'objectif pour ma page d'accueil pour le référencement naturel? C'est tout simplement d'être trouvé quand on recherche déjà mon nom de société, donc par exemple l'horloger ici, mais aussi quand on cherche un terme générique. Et ça, c'est plus difficile parce qu'il y a des concurrents sur des termes génériques. Donc si par exemple c'est montre fait main en France, c'est sûr que on va être confronté à des concurrents sérieux qui sont déjà là depuis un certain temps. Il y a toujours des alternatives pour le référencement naturel, il faut le savoir. Ce qu'on peut utiliser pour se détacher, on va dire, et pour être spécifique, c'est utiliser des objectifs de longue traîne. La longue traîne, qu'est-ce que c'est? Fait main France, par exemple, à Toulouse. Ça, c'est une recherche de type longue traîne. Une recherche de courte traîne, montre en ligne, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je vais me confronter déjà au niveau national avec toutes les montres en ligne qu'on peut acheter. Par exemple, si je fais achat, éventuellement, je n'ai pas écrit montre correctement. Hop. Donc, si je fais ça, je vais me confronter à tous les concurrents au niveau national. Donc, je vais avoir Montre Co, Chrono 24, Monsieur Montre, 1001 Montres. Voilà, ça va être des gros e-commerçants, on va dire. Donc, c'est compliqué, on va dire, au début de se lancer et d'attaquer, on va dire, au niveau national des e-commerçants qui sont là depuis plus longtemps que vous. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, étant donné que je pense qu'il y a pas mal de commerçants parmi vous qui vendent des produits et donc qui ont peut-être un point de vente physique ou qui vendent localement et qui proposent des services de livraison locale, de click and collect ou autre, ben en fait, vous allez pouvoir vous différencier via la longue traîne avec justement euh, le nom de la ville, par exemple. Si vous êtes à Toulouse, vous pouvez renseigner Toulouse. Comme ça, en fait, ça va restreindre les volumes de recherche parce que les gens, en fait, seront moins nombreux à taper ça. Mais par contre, les gens qui tapent ça vont chercher et vont sans doute être géolocalisés à Toulouse. Et du coup, en fait, ça permet de réduire le volume de recherche mais aussi de qualifier encore plus les types de personnes qui vont rechercher ça. Et donc, au final, on va proposer un résultat qui est totalement adapté. Là, par exemple, j'ai juste l'horlogerie Granier. Et derrière, j'ai aucun titre quasiment, là, si, peut-être, qui me parle de montres faites à la main, en tout cas. Là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai tapé montre fait main à Toulouse, j'ai aucun résultat. Donc, c'est possible qu'il n'y ait pas d'horloger qui fasse des montres à la main à Toulouse. Mais voilà, on trouve quand même des résultats sur des horlogers, des horlogeries à Toulouse. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de faire du référencement local et donc de préciser dans votre titre, ici, le nom de la ville. Et comme ça, en fait, ça va vous permettre de restreindre les volumes de recherche, mais de les qualifier encore plus. Alors, ensuite, la métadescription, c'est ce qui s'affiche en dessous, tout simplement. Attention, le nombre limite sur Shopify n'est pas le bon. On a 320 caractères maximum à disposition. Il faut savoir qu'il va falloir plutôt privilégier 140 caractères. De plus, sur les titres et métadescriptions, vous n'allez pas, moi je vous déconseille en tout cas, d'écrire les mots tout en majuscule. Par exemple, ça pourrait être, à la place de ça, montre, fait, main, comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google ne mesure pas
Google ne mesure pas en fait le nombre de caractères à proprement parler, il mesure les pixels que vous utilisez. Et les pixels, en fait, c'est un espace. En fait, c'est la taille d'un fichier, c'est la taille d'un élément. Et donc, en fait, si vous utilisez que des majuscules, même si vous faites 70 caractères, pas plus, ben, vous pouvez dépasser avec un mot tout en majuscule. Donc déjà, c'est pas forcément bon parce que les mots tout en majuscule, ça fait un peu promotion, etc. Donc je vous déconseille de faire ça. Plutôt éventuellement de capitaliser sur chaque mot. Donc capitaliser, c'est mettre la première lettre à chaque fois en lettres majuscules, comme je l'ai fait ici. Là, je ne l'ai pas fait pour éco-responsable, éventuellement. Hop, éco-responsable. Hop, voilà. Par exemple, là, ma balise titre, elle est totalement en capitalisé, mais elle n'est pas en full majuscule. Comment on fait pour savoir si ça rentre totalement dans les résultats de recherche et les limites, étant donné que là, je vous ai dit que ce n'était pas les bons nombres de caractères. Vous avez des simulateurs en ligne qui permettent de simuler ce genre d'affichage. Vous tapez dans Google simulateur SERP, ça veut dire Search Engine Result Page en anglais. Sinon, vous pouvez faire simulateur Google, je pense que ça marche aussi. Voilà. Donc là, ici, je clique sur le premier lien. Et ici, si je colle le titre que j'avais prévu d'écrire, ça me le rend, ça me l'affiche, ça me dit 585 sur 600 pixels. Donc au final, il n'en fallait pas beaucoup plus pour dépasser. Pareil pour la métadescription. Et on va voir en fait que une bonne métadescription, là, vous voyez, là, voilà, hop, je vais aller au max. Là encore, j'ai pas fait d'espace. Hop. Bon, là, j'ai 185 caractères, mais j'ai aucun caractère en majuscule quasiment. Donc voilà. Plutôt 140, moi, je vous conseillerais. 140, 150, c'est bien. Donc ne suivez pas le conseil de faire 320 caractères utilisés. C'est le maximum, mais ça ne sera pas affiché. Donc voilà. Là, vous voyez, il y a trop de caractères. Du coup, il y a des 3 petits points. Donc ça fait une phrase coupée. C'est pas le top. Donc je vous conseille vraiment de personnaliser ça pour chaque page. Comment on fait pour le personnaliser sur chaque page, justement? Là, on le voit pour la page d'accueil, donc c'est dans boutique en ligne, préférence, ici. Ici, quand on va dans ces produits, je vais enregistrer, on va dire que je l'ai fait ici, hein. C'est pas fait, mais je vais le faire. Donc ici, on va aller dans produits, on va pouvoir les personnaliser aussi au niveau des produits. Donc par exemple, ici, je vais sur mon produit éléphant. Je vais pouvoir, si je vais tout en bas, en fait, j'ai l'aperçu en fait de la liste des moteurs de recherche. Donc là, ici, je vois que j'ai 140 caractères et je peux faire modifier le référencement naturel du site web. Et quand je fais modifier, en fait, je peux personnaliser mon titre et ma description. Donc là, j'ai structuré comme ça. J'ai souvent la question de comment on structure ces balises titres. Moi, je vous conseille de faire comme ça, tout simplement. C'est un des meilleurs moyens, on va dire, pour correspondre. Vous pouvez éventuellement inverser le titre du produit avec la description du produit, on va dire. En fait, moi, je structure toujours comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait quelque chose de carré. Vous pouvez utiliser, bien sûr, le séparateur vertical aussi, hein, c'est pas un souci. Moi, j'utilise celui-là par défaut parce que il est simple à utiliser. Donc, c'est le séparateur avec le tiret du 6. Ce que je fais, du coup, c'est que je mets le titre du produit. Ensuite, je décris le produit et derrière, j'ajoute le nom de ma marque. Donc, vous pouvez garder la même architecture, on va dire la même structure de titre. Et l'idée, c'est d'être uniforme avec tous les titres, bien sûr. Je vous montrerai après un logiciel pour pouvoir permettre de scanner votre site actuellement et de voir, comment est structuré votre site au niveau des titres et des descriptions, par exemple. Donc, vous pouvez faire comme ça. Bien sûr, ça peut être différent si vous faites de l'achat de, je sais pas moi, fruits et légumes ou panier de fruits, par exemple. Ça pourrait être panier de fruits et légumes à Toulouse en vente en ligne. Par exemple, je vends un panier de fruits et là, ce serait, je sais pas moi, ce serait l'horloger, toujours pareil, on va garder le même nom. Hop, voilà. Vous voyez, là, ça rentre pile à 70 caractères, mais je pense qu'on peut avoir même un peu plus si jamais. Voilà, on peut écrire plus si jamais ça va. Et vous pouvez toujours regarder dans le simulateur si vous n'avez pas un peu plus de marge. Ok, donc non, vous voyez que là, même avec 70 caractères, ça ne va pas. C'est trop par rapport à ce qui demandent.
Donc, on va réduire ça pour ne pas déborder et pour ne pas avoir le titre coupé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Si jamais vous êtes trop long sur le titre descriptif, c'est pas grave. Mieux vaut avoir quelque chose de descriptif qu'avoir le nom de la marque ou le nom de la société. Donc, prioriser dans le sens où l'objectif, c'est quand même d'être référencé sur des termes génériques. C'est totalement un terme générique, ça. C'est adapté à la ville. Là, j'ai mis un S à Toulouse, d'ailleurs. Donc voilà, mieux vaut privilégier le terme générique sur lequel on a un objectif d'être référencé plutôt que de mettre le nom de votre marque. C'est si vous avez de la place, vous mettez le nom de la marque. Si jamais vous n'avez pas la place, laissez juste le terme générique. Hop. Hop, je vais remettre comme ça. Donc voilà, là j'ai mis par exemple éléphant, montre Made in France pour hommes à Toulouse par exemple. Voilà, et là ça rentre. Donc voilà, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail toujours. Donc voilà, là je vous avais montré bien les variantes des différents produits, etc. Donc je vais pas rentrer dans ce détail-là. Ensuite, du coup, on va retourner sur la page d'accueil. Est-ce que n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir des trucs qu'on a vus hier. Je peux bien sûr revenir sur certains points. Bon, en attendant, du coup, je vais continuer sur la modification. On était sur la personnalisation de sa page d'accueil. Donc, je ne sais plus si on avait fait le thème actuel ou si on avait fait le thème en non publié. Pour le coup, on va vérifier. Ok, donc celui-là, non. Donc ça, c'est Brooklyn. Donc, c'est le thème qui n'est pas publié. Donc, ça veut dire que Brooklyn, en fait, c'est un thème que j'ai ajouté hier, du coup, qui est en non publié. Donc, ici, on voit le thème actuel, qui est donc mentionné, c'est le thème début. Donc, c'est-à-dire que si je vais sur mon site, ici, je peux cliquer sur l'œil ici pour ouvrir mon site. Je vais avoir un site qui est vide. Un site qui est vide parce que c'est mon thème de base, de départ, qui est début et qui est totalement vide. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait personnalisé le thème Brooklyn qu'on avait ajouté. Donc, on va continuer là-dessus. Je vais vous partager l'écran en plus grand. Donc, ici, à gauche, petit récap, c'est la structure de votre site. Donc, vous pouvez personnaliser, bien sûr, chaque élément à l'intérieur de la structure et ajouter des sections. Vous pouvez aussi simuler comme si vous masquiez une section. Admettons, je veux tester sans cette section. J'ai juste à cliquer sur l'œil, ici. Hop, ça va me masquer la section. Hop, je n'ai pas masqué la bonne. Non, ça, c'est juste le texte, en fait. Je vais masquer ça, par exemple. Voilà. Vous voyez, on peut masquer et afficher rapidement certains éléments. On peut aussi déplacer des sections pour le réorganiser. Donc, admettons, là, je veux mettre en avant ce produit un peu plus haut. Donc là, c'est montre homme lion. Je peux directement glisser ici. Et vous voyez, ça va me mettre en avant certains éléments. Donc, par exemple, je vais le mettre en dessus de la liste des collections. Voilà. Donc là, j'ai facilement déplacé une structure. L'idée, c'est qu'on n'édite pas ici, on ne touche pas à... Il n'y a pas d'éditeur visuel directement, on va dire, c'est des widgets, c'est des éléments qui permettent d'être modifiés. Si vous avez déjà touché un peu à un site internet, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Donc là, si je vais dans le widget Lyon que j'ai sous les yeux, je peux cliquer dessus et je peux ajouter certaines fonctionnalités. Par exemple, afficher des étiquettes des variantes. Donc là, j'ai pas de variante sur ce produit, du coup, je n'aurai pas ça. Ensuite, je peux afficher les boutons de partage social. Donc là, ici, je peux l'afficher. Je peux aussi le masquer si je décoche la case. Hop. Je peux éventuellement activer le bouclage de la vidéo. Donc ça, c'est si on est dans l'optique de présenter une vidéo, on peut bien sûr l'afficher. On peut modifier le produit à tout moment, bien sûr. Donc là, en fait, ça va rediriger vers la fiche produit directement pour actualiser les informations que vous voulez présenter. On peut aussi modifier le produit sélectionné ici, et ça va afficher de la liste de nos sélections, de nos produits déjà créés. Donc voilà, on peut aussi supprimer éventuellement. Hop. Donc c'est assez simple d'utilisation. Là, ici, par exemple, j'ai ajouté l'inscription à la newsletter, ici, et derrière, du coup, la section d'arrière-plan, ça va être... Inscription. Ah non, voilà, c'est celle-là. En fait, oui, l'inscription à la newsletter, c'est en dessus. C'est ça, c'est cet élément-là.
je ne l'avais pas vu. On peut personnaliser bien sûr ici le texte. Et ici, là, j'ai ajouté par exemple la carte Notre boutique. Donc ça affiche directement le texte. Donc vous pouvez changer bien sûr. Admettons, là, je renseigne 11 rue Louis Renault. Hop, voilà. Balma. Voilà, je mets mes horaires d'ouverture, etc. Donc là, par défaut, c'est centré. Je peux ajouter plusieurs éléments. Je peux sélectionner une image. Je peux aussi parcourir des images gratuites. Ça, c'est très bien fait. Pour le coup, c'est des images libres de droit qui sont directement à disposition dans Shopify. Donc, vous avez accès à une banque d'images qui est libre de droit uniquement pour les personnes en plus qui sont sur Shopify et donc qui payent l'abonnement Shopify. Et donc, en fait, vous aurez l'avantage d'avoir des fiches produits et des photos de produits ou de boutiques ou autres qui sont vraiment sympas et qui sont à disposition. Donc là, en fait, on va faire parcourir les images gratuites et on va avoir des catégories. Je vais vous parler du RGPD après, je vais vous montrer tout ce qui est à faire. Donc là, en fait, on va avoir des catégories. Donc, ce qui marche bien en général, par exemple, c'est Shop Local. C'est adapté, on va dire, au commerce et aux boutiques. Donc, admettons, là, ici, je sélectionne ça, ça me l'affiche directement en prévisualisation. Hop. Vous voyez, les images sont plutôt sympas, elles sont bien faites. Donc voilà, je vais pouvoir sélectionner des choses plutôt cool. N'hésitez pas aussi, vous pouvez faire une recherche. Donc ici, admettons, je tape, je sais pas moi, watch, c'est mon sujet, on va dire. Voilà, je vais avoir directement des montres à disposition. Donc par exemple ici, hop, voilà, ça peut être comme ça. Ne pas oublier de sélectionner. Si vous faites la croix, ça ne sera pas enregistré. Donc, vous faites bien sélectionner. Hop, voilà. Ici, obtenir un itinéraire, en fait, c'est un bouton qui redirige vers Google Maps. Il va falloir rentrer sa clé API Google Maps. Donc, si vous avez une fiche Google My Business, il n'y a pas de souci. Il faudra juste suivre la marche là. Donc, c'est enregistrer une clé API Google Maps pour afficher la carte. Et donc là, en fait, si vous voulez, ça va remplacer l'image et ça va afficher la carte en fond. Donc là, vous avez le tuto, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est plateforme Google Maps. Sélectionner carte, itinéraire, lieu pour obtenir l'API nécessaire. Cliquez sur continuer, etc. Enfin, voilà, c'est ici, je fais premier pas. Je peux vous montrer rapidement. Hop. Et ici, il va falloir sélectionner sa boutique, en gros. Hop. Il y a une section API. Voilà, il faut faire continuer deux, trois trucs. C'est gratuit, bien sûr. Donc voilà. Hop. En attendant, on peut laisser aussi très bien une image. Il n'y a pas besoin de se compliquer plus que ça. La position d'image, donc là, bien sûr, je peux la décaler. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Là, c'est centré au milieu. Si je veux déplacer un peu le doigt, éventuellement, je vais faire... alors, ça va être centré à droite, je crois. Non, je pourrais pas. Ah non, au milieu à droite. Hop. Non, ça change pas grand-chose. Je vais tester d'autres choses. Non, en haut au centre, ça va pas. Au milieu à gauche, peut-être. Ouais, ça change pas grand-chose parce que la largeur est la même, en fait. Après, moi, je suis sur un très grand écran. Donc, si on est sur un écran classique, ça sera plutôt ça, la largeur. Donc, voilà, ça rend plutôt bien. Moi, je suis sur un 27 pouces, donc voilà. Donc voilà, nickel, on a fait notre petite section. Bien sûr, vous pouvez en ajouter, en enlever, les modifier. Ici, donc là, c'est le diaporama. On peut ajouter une rotation automatique des diapositives si jamais on met plusieurs photos. Donc là, je peux ajouter des images gratuites, toujours pareil. Je vais ajouter Watch, par exemple, à mot-clé. Hop. Et ici, je vais chercher quelque chose. Hop. Voilà, je vais regarder un peu si ça va. Ça va très bien. Pas de souci. Hop, sélectionner. Donc là, on pourra défiler les images. On va pouvoir aussi donc personnaliser, comme vous le voyez, en fait, ici, j'ai écrit Hello l'horloger. Mais là, ici, ça me remet du texte. Donc, ça veut dire, en fait, qu'on peut personnaliser le texte au niveau de chaque diapo. Donc là, je ne l'ai pas fait pour le coup, mais on peut le faire. Je peux écrire Hey, hop. Découvrir notre collection. Et ici, je peux ajouter un bouton. Et donc, si je mets un lien, par exemple, vers, ça me suggère directement, là, vous voyez les différentes
les différentes sections proposées automatiquement par Shopify. Donc là, je vais pouvoir rediriger vers une collection en particulier. Je vais pouvoir rediriger vers un produit en particulier, ou vers une page, ou vers voilà, tout ce que je veux. Donc, admettons, je vais rediriger vers un produit en particulier. Et donc là, en fait, ça m'affiche les produits en question. Sinon, je vais afficher une collection. Ça me reprend toutes mes collections. Donc, je peux faire toutes les collections et donc ça me redirigera vers la page catalogue, en fait, avec toutes les collections. Ou sinon, ça pourrait être une collection en particulier. Donc là, je vais faire toutes les collections. Hop. Donc là, je vais mettre, là, c'est acheter maintenant, ça suffit. Hop. Donc là, texte, icône, je vais faire ça. Je vais mettre des couleurs au pif. Hop. Voilà. Voilà, et donc là, en fait, si je vais hop, sur la page numéro 2, donc là, bien sûr, c'est pas super beau, je vais plutôt mettre en blanc. Et le texte du bouton, je vais mettre en blanc aussi. Hop, voilà. Hop, ça tourne automatiquement, et voilà. Donc on peut faire ce genre de choses, ça peut être sympa. Hop, voilà, je peux ajouter, là il y a une opacité en fait qui a été faite automatiquement de 25%. L'opacité en fait ça va ajouter un calque par-dessus l'image pour l'éclaircir ou l'assombrir. Donc là en fait si je joue avec ça, hop, si je reviens là-dessus, si je joue avec ça, vous voyez, hop, je vais désactiver la rotation automatique pour l'instant parce que ça bouge tout le temps. Hop, hop, voilà. Donc en fait, si je gère l'opacité, vous voyez, ça va l'assombrir en fait, tout simplement. Mais ça change quand même toujours. Voilà, on peut la régler. Moi, je préfère la laisser un peu plus claire pour le coup. En fait, l'opacité, ça sert à mettre en avant les boutons pour pas qu'il y ait de superposition de couleurs si on a une image qui est assez claire ou assez foncée. Est-ce qu'on peut rediriger vers une page d'un autre site? Oui, oui, bien sûr, vous pouvez rediriger vers un autre site, hein. Même là, si vous voulez personnaliser le bouton, ici, le lien du bouton, ça va être dans page ici, et vous allez pouvoir ajouter l'URL du lien ici, en fait. Hop. Je vais pouvoir coller le lien ici. Donc, bien sûr, j'ai des suggestions automatiques, mais je peux ajouter un lien quelconque, bien sûr. Hop, voilà. Après, en général, voilà, c'est pas forcément l'objectif de faire sortir les gens du site sur l'entrée, on va dire sur la page d'accueil. Ça peut être éventuellement plutôt un peu plus bas si vous voulez afficher par exemple les articles de blog ou autre, vous allez pouvoir le mettre un peu plus bas. Mais sur la page d'accueil, l'objectif c'est que les gens quand ils arrivent, ils puissent acheter, ils puissent aller sur le site. Hop, ici. Je vais retourner sur mon éditeur de base. Je vais vous montrer aussi quelques éléments qui vont être sympas. Alors ici, on n'a pas touché pour l'instant à ça. On va pouvoir le modifier, c'est modifier l'entête. L'entête, ça va s'afficher sur toutes les pages du site par défaut. Donc c'est quelque chose de très important. Ici, on va pouvoir ajouter le logo, parce que là, vous voyez, ça m'a repris le titre du site et ça m'a fait du texte. Mais vous voyez, c'est pas une image. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut afficher une image. Bon, moi, j'en ai pas, j'ai pas de logo. Je vais voir si il n'y a pas des logos dans la banque d'images gratuite. Hop. Non, il n'y a pas de logo trop, donc je vais pas insérer de logo, j'en ai pas là. L'idéal, c'est d'avoir un logo en fond transparent avec les bonnes dimensions. Si je dois en avoir, je vais en importer une au pire. Hop, ici, ici. Ici, visuel. Je vais mettre mon logo. Alors, ça va être... Non, hop, hop. Hop, non. Je le retrouve pas. Voilà, hop. Donc là, ça télécharge. Il faut bien penser à toujours cliquer sur sélectionner. Donc voilà, ça met votre logo. Donc là, j'ai mis un au pif, hein, bien sûr, mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez gérer la largeur personnalisée du logo. En fait, ça va gérer la taille directement. Donc si on fait ça, ça réduit la taille du logo, ou sinon on peut l'augmenter, bien sûr, de ce type. Donc voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir un header trop haut, en fait. Sinon, il faut penser en fait que là,
on est sur ordinateur. On développe sur ordinateur souvent parce que c'est plus pratique, on a un plus grand écran. Attention, vous aurez beaucoup de trafic qui viennent du mobile. Donc, toujours pensez à regarder la version mobile. Et si vous avez un header, c'est-à-dire la hauteur du bandeau qui est vraiment élevée, ça peut être gênant. Ça peut être gênant. Hop, vous pouvez voir bien sûr l'affichage comme ça, voir comment ça donne. Ici, bon, là pour le coup, hop, j'ai fait une bêtise, je vais faire un retour. Hop, je retourne sur la clé. Hop, je vais repasser en version bureau. Ici, du coup, je vais retourner dans mon en-tête. Alors, les liens et les icônes en noir. Donc ça, du coup, on ne les voit pas forcément. Je crois que c'est inversé les couleurs. Derrière, logo transparent. Donc là, en fait, c'est si on a une version transparente et une version pas transparente. Donc là, moi, je mets directement la version transparente pour le coup. Lien et icône d'en-tête transparent. Donc si on coche la case, éventuellement, euh, on peut mettre la couleur qu'on veut en particulier. Si on laisse par défaut, hop, voilà, ça sera comme ça, donc ce ne sera pas visible. Là, pour le coup, ça fait en noir par défaut, donc c'est pas top. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en blanc. Ici, type de recherche. Donc là, en fait, vous avez un moteur de recherche interne au site. Moi, par défaut, je ne les mets pas. Pourquoi? Parce que en fait, on a la possibilité de mesurer ça sur notamment un outil qui s'appelle Google Analytics. On peut savoir le nombre de recherches internes qui sont effectuées sur un site internet directement en installant Google Analytics. Et par expérience, du coup, j'ai beaucoup de sites sur Google Analytics. J'ai plus de 25 sites, on va dire, sur lesquels j'ai la main, on va dire. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai le maximum des recherches que j'ai, c'est 3% des visites sur un site. Donc c'est très léger. Donc par défaut, je ne le mets pas parce qu'en plus des fois, le type de recherche qu'on veut personnaliser n'est pas forcément ce qu'on veut montrer, ou les gens ne recherchent pas forcément les bons termes dans la recherche interne, et donc ne trouvent pas. Et le fait d'avoir une page de résultats de recherche où il y a écrit aucun résultat trouvé, c'est pas quelque chose d'intéressant. Ça peut être décevant justement pour les utilisateurs. Donc généralement, moi, ce que je fais, c'est que je ne la mets pas. Je ne la mets pas, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur et en général, ça ne pénalise pas trop parce qu'il y a un faible volume de personnes qui vont faire ça. Derrière, donc, le menu, on peut le modifier si on fait plusieurs menus. Ça, c'est particulier. En général, on laisse le menu principal par défaut et je vous montrerai après comment le personnaliser, ce menu. Il est généré dynamiquement et on va le gérer, en fait, dans une autre section de Shopify et on va pouvoir personnaliser, changer l'ordre et aussi ajouter des pages. Ici, donc là, on va pouvoir ajouter aussi un menu supplémentaire. Donc là, éventuellement, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Derrière, on peut activer la recherche. Et voilà, donc là, on est sur un menu classique. Voilà, il y a une annonce aussi. Ça, c'est vraiment le standard Shopify. Je ne sais pas si vous voyez souvent sur des sites, ça y est. On peut afficher un bandeau, notamment en cette période actuelle. On peut afficher un bandeau, je ne sais pas moi, quelque chose d'un peu vert peut-être. Hop. Et ici, oula, c'est très très vert ça. C'est trop trop vert. Hop, on va l'atténuer peut-être. Voilà. Et donc, peut-être annonce click and collect 20% de réduction sur commande en click and collect, par exemple. Derrière, on peut ajouter un lien. Donc là, par exemple, ça peut être une page en particulier, ça peut être un lien en particulier, ça peut être les collections. Et donc voilà. Hop. Et donc en fait, ça sera cliquable, ça du coup. Donc on peut faire ça. Si vous voulez ne pas afficher de bandeau, bien sûr, on peut masquer le bandeau. Et donc faire un menu très léger. Hyper important, passez-y du temps sur le menu, c'est quelque chose d'important, ça sera sur toutes les pages du site. Donc c'est quelque chose de super important. Comment on fait pour passer en version bureau et portable? En fait, vous avez un bouton ici, hop, et vous pouvez basculer sur plein écran, bureau ou mobile. Donc en un seul clic, comme ça, on peut afficher ce qu'on veut. Hop. Hop, voilà. Donc ça, assez facile pour le coup. Hop.
toujours penser, faites bien enregistrer. Ne faites pas publier. Publier, ça va prendre le dessus sur le thème actuel du site. Admettons, vous changez de thème dans 6 mois, une fois que vous avez installé Shopify. Si vous faites publier, ça prendra le dessus et donc vous allez avoir un site en construction qui sera en ligne. Si justement, hop, je vais retourner sur la page d'accueil. Ça, c'est ma page d'accueil du site actuellement. Hop. Donc, si je fais publier, ça prendra le dessus. Donc, admettons, ça c'est un site propre qui est déjà fonctionnel. Si vous voulez travailler sur un nouveau thème, ben, du coup, vous allez personnaliser ça. Et donc, vous faites juste enregistrer. Et derrière, on verra quand on le bascule. Et je vous montrerai comment basculer. Donc, voilà. Là, je me dis que ma page d'accueil me plaît bien. Elle est plutôt bien faite. Euh, donc, voilà. Je me dis que je vais conserver ça. J'ai des call to action. J'ai la possibilité d'acheter maintenant un produit. Derrière, je peux aller sur les slides 3. Ça tourne automatiquement. Ah non, d'ailleurs, je ne l'ai pas réactivé. Hop, rotation automatique des diapositives et changer la diapositive toutes les 5 secondes. Je peux réduire éventuellement toutes les 3 secondes. Éventuellement. Hop, 1, 2, 3. Et ça change à chaque fois. On peut éventuellement mettre sur pause ou sinon faire défiler avec les flèches ici. Bien sûr, sur téléphone mobile, ça sera au scroll, donc c'est-à-dire qu'on pourra faire défiler vers la droite ou vers la gauche, et donc on pourra voir toutes les photos. Bien sûr, si vous voulez ne pas afficher plusieurs photos, vous pouvez totalement, et donc là, en fait, il faudra juste soit afficher une seule diapositive, donc en fait, vous faites les 3 petits points, vous faites retirer la diapo, vous retirez 2 diapos sur 3, et derrière, vous mettez éventuellement un bouton, c'est possible. Comme ça évitera le défilement et ça sera fluide, il n'y a pas de souci. C'est comme vous voulez ça, pour le coup. Si vous avez vraiment des nouveautés, des choses à pousser, c'est bien d'avoir ce genre de choses pour faciliter la navigation, on va dire. Donc ensuite, le pied de page. Le pied de page, pareil, c'est ici, dans notre organisateur, on va dire, de structure. Et pareil, je vais pouvoir modifier certaines choses. Donc là, je vais avoir affiché les icônes de paiement. Ça, c'est automatique. Pour l'instant, en fait, on n'a pas encore configuré les paiements. Du coup, ils ne sont pas affichés ici. Mais dès que le paiement est configuré, vous allez avoir les icônes de paiement qui s'affichent automatiquement. Donc ça, c'est très pratique. Ça permet d'ajouter de la, comment on dit, de la confiance, on va dire, avec les utilisateurs de votre site. Et ça, vraiment, c'est quelque chose à avoir, afficher les icônes de paiement pour dire en fait que vous acceptez tel type de carte, donc American Express, carte bleue, Visa, Mastercard, tout ça quoi. Euh, Ensuite, le sélecteur de langue, ça va être si vous avez un site en multilingue. Je ne vais pas rentrer dans la configuration multilingue pour cet atelier, ça va être un peu court, je pense, pour pouvoir parler du multilingue. Mais déjà, si vous faites un site en français sur du e-commerce en quelques heures, c'est déjà très très bien. Et pour l'instant, on va rester sur une optique de vendre en français uniquement. Euh, Bien sûr, on va pouvoir faire un sélecteur de devises aussi. Donc moi, je vais désélectionner ces 2 cases parce que je n'en fais pas. Le menu du pied de page, donc là, euh, j'ai le lien de la page d'accueil. Ici, là, j'ai le lien de Shopify. Ça, éventuellement, on pourra l'enlever et il y a un bouton de recherche. Donc ça, on va pouvoir tout simplement le modifier ici. Donc là, on va pouvoir afficher un menu. Bon, là, pour le coup, moi, je ne vais pas afficher un menu, j'en ai pas préparé. Mais on peut faire un menu de pied de page. Un menu de pied de page, en fait, je vais vous montrer après comment on fait l'administration de ces menus. Il pourrait y avoir notamment toutes les mentions légales, les conditions générales de vente, etc. Et je vais vous montrer aussi comment les paramétrer. Ensuite, de manière générale, pour paramétrer le thème, de manière générale, c'est-à-dire les polices, les couleurs, etc., pour que tout soit uniforme sur tout le site, ça va être en fait dans les paramètres de thème. Donc, avant d'aller dans les paramètres de thème, je vais enregistrer ce que j'ai fait déjà. Et donc ici, vous voyez en bas à droite, vous avez 2 options. Vous avez les actions du thème. On peut faire les 3 petits points ici et on va pouvoir soit modifier le code, modifier les langues, afficher l'aperçu, afficher la documentation ou obtenir de l'aide. Donc par défaut, je vous dirais de ne toucher à rien du tout de ces éléments ici. Par contre, ici, les paramètres du thème, ça, je vous dirais d'y toucher. Parce qu'en fait, c'est là où vous allez gérer justement ce que je vous disais, toutes les couleurs, les typos, euh, les médias sociaux, les favicons, le passage à la caisse et le style de thème. Donc, le style de thème, c'est ce que je vous disais, c'était, en fait, on a plusieurs choix quand on choisit un thème. Là, on est sur Brooklyn. On va pouvoir basculer de classique à playful. En fait, ça va changer tout le thème. Ça va être en général soit light, donc avec une version assez claire, assez épurée, soit une version un peu plus dark, où il y a un peu moins de luminosité sur le site. Ça dépend vraiment de votre secteur. Donc là, je peux activer le classique, par exemple.
Est-ce que ça va changer quelque chose? Hop, non, ça change pas grand-chose, donc ça va être le playful sans doute. Hop, on va voir l'affichage. Hop, voilà. Donc là, playful, ça m'a changé, par exemple, automatiquement les polices. Ça va changer automatiquement les couleurs, etc., etc. Ça m'a automatiquement changé ça, la bannière, etc. Je vais rebasculer en classique, je veux quelque chose d'un peu plus classique et épuré, mais voilà, on peut ajouter playful pour changer. Donc là, je reviens sur ma version de base. Hop, je fais annuler, de toute façon, ça n'a rien changé. Et par contre, ici, je vais pouvoir personnaliser. Ah si, ça a changé quelque chose, ok, j'avais pas vu. Je vais rechanger du coup. Je vais sélectionner le classique et ça va changer en fait les polices. Et il me semble l'affichage des couleurs. Voilà, donc je vais faire modifier le style. Donc comme ça enregistre mon travail. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner les couleurs. Les couleurs, par défaut, en général, elles sont pas mal. Mais si vous avez une charte graphique, normalement, vous avez une charte de couleurs. Si vous ne savez pas ce que c'est une charte graphique, je vais vous en montrer une si vous voulez. Hop. Alors, hop, hop, charte graphique. Je vais vous montrer la charte graphique qu'on a fait avec l'atelier du site, par exemple. Donc, une charte graphique, c'est des déclinaisons de logos. Idéalement, c'est ça. Donc, c'est avec toutes les couleurs qu'on a, de faire toutes les variantes possibles des déclinaisons de logos. Et c'est aussi d'afficher les couleurs principales. Les couleurs principales avec le code RVB. Donc, rouge, vert, bleu, en fait, c'est la colorimétrie. Vous allez pouvoir sélectionner avec des hashtags les identifiants des couleurs pour trouver exactement la bonne couleur. Si vous ne connaissez pas actuellement les couleurs que vous avez de votre propre activité, vous avez une solution qui existe, qui est en fait un Color Pick. C'est un plugin sur Chrome. C'est une extension qu'on peut installer. Et en fait, quand on fait ça, une fois qu'elle est activée, on va pouvoir survoler certains éléments et afficher une couleur, comme vous voyez ici. Et ça détecte automatiquement le hashtag de la couleur en question. Donc si vous avez, je sais pas, vous voulez avoir cette couleur-là, je la sélectionne, je clique dessus et j'aurai l'identifiant en hashtag de la couleur. Donc ça, c'est très pratique si vous voulez connaître vos couleurs actuellement. Donc voilà un peu, l'idéal, c'est d'avoir une palette de couleurs avec 3-4 couleurs qu'on va utiliser pour tout le site. Ouais, je vais vous mettre le lien dans le chat, ça s'appelle Colorpick Eyedropper. Hop. Donc vous l'installez sur Chrome, ça va être ajouté à Chrome et vous l'utilisez avec Google Chrome, le navigateur. Hop. Qu'est-ce que c'est aussi une charte graphique? Ça va être aussi des déclinaisons graphiques. Donc là, par exemple, nous, on a deux déclinaisons. On a une apostrophe qui est présente dans le logo, qui est présente aussi dans la fusée, qu'on retrouve ici et qu'on retrouve là et là. Voilà. On a aussi des typographies à utiliser. Donc là, on a deux typographies qu'on utilise, c'est OpenSense et Lobster, pour les titres et pour les paragraphes. Donc ça, c'est bien de se le déterminer à l'avance. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir paramétrer tout ce que vous voulez ici. Donc, par exemple, je vais reprendre l'exemple ici. Je vais pouvoir modifier tous les titres. Hop, on va mettre du bleu sur tous les titres. Derrière, donc là, je retrouve la liste de collections, découvrir notre histoire, collection en vedette. Tous les titres vont s'actualiser en bleu. Ensuite, les corps de texte, généralement, on ne met pas un noir totalement noir, parce qu'en fait, sinon, ça fait un peu fort. Je peux vous montrer la comparaison. Donc là, c'est pas totalement noir. Si je fais totalement noir, ça peut être un peu plus fort, en fait. Là, ça va s'actualiser. Là, ça s'actualise aussi. Donc voilà. Essayez toujours d'avoir un noir un peu plus atténué, légèrement, un gris très foncé plutôt qu'un noir. Ensuite, on va pouvoir personnaliser les textes des boutons et les boutons. Donc, bien sûr, si vous mettez blanc sur blanc, ça ne se verra pas, vos boutons. Donc, si vous voulez inverser ces couleurs, vous pouvez, mais pensez à la couleur du texte qui soit d'accord avec la couleur du bouton. Donc, par exemple, la couleur du texte, on peut la laisser en blanc, mais la couleur du bouton, on peut la reprendre avec le bleu de la sélection récente, ici. Hop. Ensuite, les liens et les accents. Donc, ça aussi, je vais pouvoir le personnaliser. Hop. Tous les liens, je vais prendre la couleur récente. Hop. Donc là, vous voyez, là, ça c'est un lien, ça a été modifié. Donc là, il me reste la balise de réduction qui va être à modifier. Hop.
je vais sélectionner une troisième couleur pour ma charte graphique, parce que là, avoir juste du bleu et du blanc, il va manquer des éléments, et donc tout va être bleu. C'est pas forcément l'objectif. Donc là, ce qu'on va faire éventuellement, c'est qu'on va trouver peut-être, je sais pas moi, un violet peut-être. Hop, on va tester ça. Bon, c'est pas forcément une super couleur, mais bon, on va laisser ça comme ça pour, voilà, ça fera une bannière de réduction ici qui sera violette. Sinon, on va faire carrément du rose. Hop, voilà, ça sera un peu plus flash peut-être. Voilà. Ici, pareil, donc là, c'est pour les tiroirs, donc toujours pareil, arrière-plan, texte, ligne et bordure et boutons. On va reprendre éventuellement la couleur de la sélection récente pour ces boutons-là. Donc voilà un peu notre nouvelle page avec notre charte graphique ajustée. Donc là, ne pas oublier d'enregistrer le travail effectué. Si je vais sur le site, hop, ici, non, je ne vais pas pouvoir le voir parce que je ne suis pas en live. Donc ce que je vais pouvoir faire par contre, c'est regarder ici, hop, action, et donc ici, je vais pouvoir, c'est bizarre, je pouvais normalement le prévisualiser. Hop, non. Ok, je ne vais pas pouvoir prévisualiser plus que ça. Bon, dans tous les cas, je peux basculer sur la page catalogue et vous voyez qu'en fait, je vais avoir mes fiches qui sont actualisées avec les bonnes couleurs, etc. Donc là, j'ai mes bonnes couleurs qui sont précisées. J'ai mes pages de collection. Je peux personnaliser éventuellement 2-3 choses. Je peux afficher le distributeur du produit, activer le filtrage par balise éventuellement. Voilà, je peux personnaliser 2-3 éléments comme ça. Donc voilà un peu comment on personnalise tout ça. On peut personnaliser aussi 2-3 éléments ici. Ah non, vu que j'ai une panier vide, ça n'a pas marché. Donc voilà. Ici, on peut avoir accès à tout ça. Donc, par exemple, la page 404. Hop, voilà, ça s'est affiché aussi. Voilà, on peut voir un peu toutes les pages qui existent. Là, j'ai fait ma page de test aussi. Donc ça, c'était ma page de test. Vous voyez qu'on ne peut pas ajouter du contenu manuellement. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé l'éditeur qui permettait de personnaliser tout ça. La page à propos, donc voilà, pareil, c'est vide. La page de paiement. Donc voilà, là ça vous affiche directement en fait à quoi ça ressemble. Donc on peut voir un peu la structure, le récapitulatif de la commande. On peut le voir toujours sur mobile. Comme ça vous permet un peu de voir la structure du site et vous voyez que c'est déjà très bien paramétré. Et c'est ça l'avantage de Shopify par rapport à WordPress ou à une solution où on va dire on va plus customiser certains éléments. Là, tout est fait et tout est bien fait en général pour toutes les étapes de la vente. Donc là, je suis sur la page de paiement. Je peux aller éventuellement sur la page du blog. Voilà, j'en ai pas créé pour l'instant. Je peux avoir aussi la page de la liste des collections. Voilà, tout est bien paramétré, on va dire, et tout est à peu près propre. Donc voilà un peu pour paramétrer ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement publier notre version. Votre page mot de passe est activée, elle peut être désactivée après la publication. Souhaitez-vous vraiment publier Brooklyn? Il remplacera votre thème actuel début. Donc il ne va pas écraser, il va remplacer. Et donc le thème actuel sera en off, il ne sera pas publié juste, mais vous pourrez retravailler sur le thème qui a été mis en off à la place. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier. Donc ici, hop, je reclique sur le lien ici pour accéder à ma boutique dans un nouvel onglet. Et donc là, mon site est actualisé. Bon, actuellement, ma boutique en ligne, elle est protégée par un mot de passe. Ça, on va pouvoir le changer. C'est juste pour que les gens n'accèdent pas au site en mode démo, en mode live. Mais voilà. Donc là, on voit que mon site, il est paramétré. C'est plutôt bien fait hein, pour le coup. Il n'y a pas d'erreur, on va dire. Bien sûr, j'ai pas de contenu textuel, j'ai pas d'image, etc. Mais voilà, vous voyez que ça fait quelque chose de très très propre, de très très bien fait rapidement. Bien sûr, j'ai pas trop de pages. Je vais vous montrer comment paramétrer les menus. Bien sûr, on peut faire acheter maintenant. Ça me redirige vers la collection.
le catalogue. Vous voyez, c'est un site qui est rapide, qui est performant. Ici, hop, je peux cliquer dessus, j'arrive sur la fiche produit, je peux faire ajouter au panier ou acheter maintenant. La différence entre les deux, c'est que l'ajout au panier, ça ne change pas de page, ça affiche en fait, hop, ah si, ça affiche le panier directement. Ok, ça change pour le coup. Ça dépend des thèmes, ça. Donc voilà, je peux afficher mon panier directement. Donc là, si éventuellement je veux ajouter de la quantité, je peux mettre à jour et comme ça augmente. Enfin, ça mettra le prix à jour. Donc voilà un peu les différentes couleurs qu'on a aussi, qu'on a paramétrées. Derrière, on va pouvoir procéder au paiement. Et donc, vous voyez, le parcours d'achat est assez fluide. Ça, c'est pas un problème. Hop. Donc là, bon, ça m'affiche en rupture de stock. Mais voilà, on peut sinon faire toutes les étapes. Donc voilà, un site qui a été paramétré vraiment. Je n'ai pas fait de travail supplémentaire entre les deux ateliers. Hein. J'ai rien fait, on fait tout ensemble. Donc vous voyez que vous avez déjà un site qui est très fonctionnel, rapidement, on va dire. Vous pouvez vraiment vendre en ligne très rapidement. Donc, bien sûr, on va voir maintenant le paramétrage de votre menu, le paramétrage de certaines pages, et derrière, on va voir les paramétrages logistiques. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie? Non? Ok. Du coup, parfait. On va aller directement. Combien de pages max? Il n'y a pas de limite de pages max, donc si vous voulez faire 100 pages, vous pouvez faire 100 pages. C'est pas un souci. Donc voilà, pensez bien juste à aller dans votre application qui vous permet d'éditer les pages manuellement avec un éditeur de pages, de façon à ce que vous puissiez justement avoir des pages personnalisées. C'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir personnaliser les pages, donc je vous conseille de le faire. Donc vous allez dans votre outil, là, c'est Pagefly, et vous allez pouvoir personnaliser les pages et aussi en créer. Donc là, vous avez un bouton plus, très rapide, ou sinon vous avez le bouton ici, créer page, et vous allez pouvoir voir ces pages. Donc là, nous, ce qu'on avait fait, il me semble, c'était une page à propos. On va la reprendre. En fait, si on va dans boutique en ligne, on va avoir l'onglet navigation sur lequel on va pouvoir personnaliser et afficher justement d'autres éléments dans ce menu. Vous voyez que là, par défaut, il y a deux menus qui sont présentés. C'est le menu pied de page qui affiche une recherche juste et le menu principal qui affiche la page d'accueil et la page catalogue par défaut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter des pages ou éventuellement ajouter un menu. Donc là, ça va être le menu principal et on va pouvoir ajouter des éléments de menu. Bien sûr, on va pouvoir les réorganiser. Donc là, comme on veut. Donc là, ici, par contre, je n'ai pas l'URL, le lien de la boutique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver ma page ici. Hop, ma page à propos. Ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer ici sur voir. Et ça m'affiche le lien de cette page. Comme vous le voyez, mon logo, etc. a été mis à jour. Donc ça, c'est pas de problème sur ça. Donc voilà, ça c'était ma page que j'avais fait. Bon, je l'ai pas modifié trop. Mais voilà, vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez. Donc derrière, j'ai récupéré le lien ici, je copie. Et du coup ici, je vais pouvoir ajouter un élément de menu. Je vais pouvoir nommer cet élément et ajouter le lien. Donc le lien, je le colle ici, hop, je sélectionne. Et donc là, le nom, ça me reprend l'URL, mais bien sûr, je peux l'effacer. Et l'effacer et mettre quelque chose d'intéressant pour moi. Donc là, c'était la section à propos. Donc voilà. En plus, j'ai l'exemple qui est suggéré. Donc là, je vais mettre à propos. Ajouter. Hop. Voilà, ça m'a ajouté la section. Bien sûr, je peux glisser, déposer. Donc admettons, je veux faire ça. Je vais la modifier comme ça. Je peux aussi faire des sous-catégories. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, quand je déplace à droite, ça fait un menu déroulant. Ça veut dire qu'en fait, ça sera comme ça. Ça aussi, je peux le faire. Moi, je ne veux pas du tout faire ça. Donc, je vais la déplacer, hop, comme ça. Je le remets comme ça, c'est très bien. Je peux mettre éventuellement avant le catalogue. Hop. Je vais pouvoir ajouter aussi un élément contact, par exemple. Hop. Et créer une page de contact. Hop. Je crois qu'elle n'est pas créée par défaut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la créer rapidement. Hop. Create a regular page. Donc là, je vais avoir plusieurs types de pages, comme on l'avait vu la dernière fois. Et là, je vais pouvoir faire une page de contact. Donc là, je vais faire page régulière. Je vais la nommer contact.
Ça me fait l'URL adapté, bon, ça me va très bien. Header and footer, ça veut dire qu'on inclut la structure du site de base, bien sûr qu'on le garde. Les îlots d'images, on l'active toujours parce que ça permet d'améliorer les performances du site. Et on fait Next. On va arriver sur l'éditeur. Ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est regarder les différentes sections. Et donc là, normalement, voilà, About, Contact, on va avoir une page de contact. Donc là, on peut regarder la prévisualisation de ces pages. Je pense que celle-là, ça va être parfait. On va pouvoir afficher une carte et il y a juste un formulaire de contact avec des infos précises. Donc ça, c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Next et je vais la sélectionner et on va rentrer dans l'éditeur. Donc ici, moi, ça m'affiche une carte Google Maps. Donc là, j'ai la localisation. Je peux afficher éventuellement, hop, je pense que la recherche fonctionne. Hop, hop, non. Voilà, là, je retrouve ma fiche d'établissement. Donc voilà, là, je l'affiche comme ça, par exemple. Donc c'est assez facile, il faut taper le nom de sa boîte, plus le nom de la ville, et on le retrouve facilement. On peut afficher satellite, on peut afficher aussi en version comme ça. Donc pas de souci. On peut gérer éventuellement des ID, etc. On peut faire des animations. Bon, ça, je vais laisser comme ça. On garde le formulaire de contact. Donc là, on peut renommer directement. Hop, contactez-nous. Hop, voilà. On fait publish et notre page est publiée. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la page en question, c'est-à-dire Live View. Je copie cette page. Je colle le lien. Voilà, je sélectionne ça. Hop. Et ici, contact, du coup, je vais faire ajouter. Voilà. J'enregistre le menu. Je vais regarder ma boutique ici. Hop. Et donc, vous voyez que ça a bien actualisé mon menu. Donc, ça, par défaut, c'est très bien fait. On peut naviguer, bien sûr. Hein, si on va là, on va aller dans la section à propos. Si on va là, on va aller dans la boutique. Et si on va là, on va aller sur la page de contact. Sur le formulaire est remplissable. Et on va pouvoir mettre un message et envoyer. Donc voilà, assez simple d'utilisation. On a créé un site au final en quelques clics. Le plus long en soi, c'est d'avoir le contenu. C'est-à-dire que si vous avez déjà un site et que vous voulez basculer sur le e-commerce avec Shopify, ben vous avez déjà le contenu. Donc vous pourrez le récupérer et couper l'ancien site. Si vous avez tout à créer, ben, il va falloir faire des belles photos. Comme je vous le disais, c'est ça qui fait vendre. Là, c'était des super photos parce que je les ai trouvées sur des banques d'images libres de droit. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de travailler sur les photos. Là, vous voyez que c'est des super photos de montres. Ça donne envie d'acheter des montres, quoi. Au final, c'est ça la clé pour vendre sur Internet, c'est d'avoir des beaux produits et des belles photos produits. Donc pour ça, il n'y a pas de secret, c'est éventuellement soit s'équiper, même si sinon les téléphones fonctionnent très bien, mais faire de belles photos, c'est difficile, c'est un travail. Donc n'hésitez pas à vous entourer, à demander à des gens qui font de la photo, ou qui font de la retouche photo, ou qui font de la mise en scène de produits comme ça. C'est un très bon travail et c'est très très intéressant de faire des belles photos pour améliorer ses ventes. Donc voilà un peu sur la partie visuelle de cette partie-là. Hop, je pense qu'on a fait quand même le tour ici. Hop, je vais effacer tout ça. Hop, voilà, là je suis dessus, là je suis dessus. Hop, voilà. Donc là, si j'actualise la page, normalement, ça a dû s'inverser dans mes thèmes. Je devrais avoir Brooklyn en premier. Voilà. Et début est passé ici. Donc, bien sûr, si on veut revenir à l'ancien thème et qu'il était en mode pause, on peut faire modifier. Et pareil, donc on va faire enregistrer. Et au fur et à mesure, on peut le retravailler comme ça et basculer d'un thème à l'autre. Donc ça, c'est très pratique pour le coup. C'est un avantage parce que sur toutes les solutions quasiment de création de sites, que ce soit WordPress, PrestaShop ou autre, quand vous installez un thème et que vous basculez sur un autre thème, tout est perdu. Il y a beaucoup de travail à réaliser.
pour faire le même travail qu'il existait sur l'ancienne version du site, on va dire. Donc voilà. Ensuite, là aussi, on a une section éventuellement articles de blog. Si on veut créer des articles de blog et donc afficher une page blog, on va pouvoir le faire dans cette section. Donc là, très simple, on va pouvoir utiliser l'éditeur classique pour les articles de blog. En général, ça suffit. Il va falloir juste faire des titres, des statuts et mettre des images. Donc pour les articles, ça suffit, on va dire. Donc, je vais reprendre ma présentation rapidement pour garder la structure. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer les tarifs d'expédition et le click and collect. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la livraison locale. C'est une fonctionnalité qui est très, très intéressante pour le coup. Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait pour arriver sur la configuration de ces livraisons-là? On retourne dans l'accueil, comme je vous le disais, et on va avoir le récap des informations qui manquent à Shopify pour publier le site. J'ai fait une erreur, j'ai cliqué sur domaine, hop, je vais aller dans configurer les taxes d'expédition. Et donc, en fait, ici, je vais faire configurer les tarifs d'expédition. Vous allez voir qu'il existe plein de modes de livraison, on va dire. Le premier, ça va être la livraison locale. La livraison locale, ça va être en fait une livraison localisée. On va pouvoir, bien sûr, gérer les tarifs. On va pouvoir faire des tarifs d'expédition personnalisés pour créer un nouveau profil d'expédition. Donc ça, c'est par exemple si vous voulez livrer les DOM-TOM, les tarifs ne sont pas les mêmes parce que vos transporteurs ne vont pas facturer les mêmes prix que si vous livrez en France métropolitaine. Donc vous allez pouvoir créer des profils comme ça de paiement et de livraison personnalisés. Ensuite, ça va être gérer les livraisons par emplacement. Donc là, c'est pour la livraison locale. On va pouvoir en fait faire une livraison dans un rayon bien précis. Donc ça, c'est intéressant. Ça évite de rentrer tous les codes postaux à la même. Donc là, le statut de l'emplacement, cet emplacement propose de la livraison locale. Donc là, ce qu'il va falloir faire, d'abord, vous voyez que le rayon de livraison n'est pas disponible. Donc soit vous préférez faire des codes postaux. Moi, je trouve ça hyper long. Si vous voulez faire tous les codes postaux rien que sur Toulouse et périphérie, vous allez avoir une belle liste de quantité de codes postaux. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'abord vérifier l'adresse de l'emplacement. On va quitter la page. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, il y a une faute d'orthographe. Hop. Hop. Et là, je fais espace, et là, je vais avoir Balma. Hop. Donc voilà. Et là, je vais faire enregistrer. Hop. Je retourne dans l'accueil, dans tarifs d'expédition, configurer. Et là, je vais faire livraison locale et gérer. Et là, normalement, ça devrait être à jour. Hop. Donc voilà. Là, l'adresse a été vérifiée. Donc, on a la possibilité de définir un rayon de livraison. Un rayon de livraison, bien sûr, autour de la boutique. Donc ça, c'est très pratique. Si vous pouvez livrer peut-être à proximité, vous pouvez faire vraiment au kilomètre près, quoi. Donc, vous pouvez dire, je livre dans un rayon de 1 km, je vais à pied chez les clients, par exemple. Je peux le faire. Sinon, je fais une tournée, je peux faire autour de 4 km de mon commerce si je suis à Toulouse. Ça peut être possible. Donc voilà. Ça vous permet tout simplement de proposer un nouveau système. Vous pouvez faire une livraison gratuite. Vous pouvez faire des conditions pour la livraison gratuite. Par exemple, admettons, là ici, si ma commande elle est d'un minimum de 20 €, je fais la livraison gratuite. Je peux ajouter aussi une autre condition, éventuellement. Donc là, je vais l'enlever, mais voilà. Je peux faire tout simplement une livraison gratuite pour un prix minimum de commande. Je peux aussi faire une livraison payante pour 0 de minimum de commande. Donc là, je vais faire 10 €, par exemple. Et en fait, si vous voulez, ça va être des classes de livraison. Donc là, ça va être livraison locale pour 11 rue Louis Renault. Moi, ça ne me convient pas, cette information-là, sur l'adresse de l'emplacement. Donc, je vais pouvoir le modifier, ça, si jamais. C'est pas un souci. Donc voilà, un peu. Hop, voilà, j'ai fait la bêtise. Dans tous les cas, ça vous le dit. Si je fais retour ici, les modifications ne sont pas enregistrées. Ce qu'il faut bien penser tout le temps, c'est enregistrer. Hop.
Donc, la livraison locale est paramétrée. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez une application qui est suggérée ici, c'est gagner du temps en gérant vos livraisons avec application Shopify Local Delivery. Donc là, en fait, il y a des applications qui sont adaptées à ça, qui vous proposent en fait de gérer la livraison. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, vous pourrez le retrouver. C'est tout simplement paramétrer la livraison rapidement, on va dire, avec des transporteurs, etc. Hop. Le retrait sur place, hein, actuellement, ne propose pas le retrait, sera affiché. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est le proposer, justement. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire gérer et derrière l'afficher en cochant la case c'est un emplacement, propose le retrait sur place. Et donc là, on va pouvoir sélectionner une heure de retrait prévue, habituellement prête en 24 heures ou 2 à 4 jours, par exemple, ici. Donc là, le nom et l'adresse de l'emplacement indiqués sur la page de paiement sont définis dans les paramètres d'emplacement. Donc si on clique dessus, on va pouvoir justement gérer ça. Donc là, en fait, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour modifier les paramètres d'emplacement. L'adresse, ça me convient. Le nom, ça ne me convient pas. Donc, je vais pouvoir nommer mon emplacement. Par exemple, je vais taper magasin l'horloger. Toulouse, par exemple. Si vous avez plusieurs magasins, ça pourrait être Toulouse, Jeanne d'Arc, par exemple, si vous êtes à Jeanne d'Arc. Hop, j'enregistre. Je retourne ici. Hop, j'actualise la page. Hop, je vais actualiser. Voilà. Donc là, ça m'a renommé ma boutique. Je coche la case, cet emplacement propose le retrait sur place. Et je vais pouvoir afficher les informations sur la page de paiement. Donc là, je vais faire 2 à 4 jours. C'est gratuit, bien sûr, le click and collect. Et derrière, je vais pouvoir afficher des consignes de retrait. Apportez votre email de confirmation lorsque vous venez récupérer votre commande. Donc voilà, ça vous permet de gagner du temps. Si jamais vous aurez toujours l'historique des commandes et vous pourrez retrouver le nom de la personne, ou sinon ça pourrait être apporter votre pièce d'identité, par exemple. Ou pièce d'identité. Hop. J'enregistre. Hop, je peux faire un tour. Et je reviens dans mes paramétrages d'expédition et de livraison. Ensuite, je vais pouvoir gérer les colis, gérer la taille de ces colis. C'est intéressant pour gérer justement les livreurs et le calcul des frais de livraison, en fait. Donc, si vous mettez les paramétrages des colis, vous allez justement pouvoir derrière le régler grâce à ce genre de paramètres. On va pouvoir faire aussi plusieurs types de colis. Si vous avez des gros produits, si vous avez des petits produits, vous allez pouvoir paramétrer tout ça. Donc là, je vais pouvoir faire ajouter un colis ou modifier le colis existant. Il y a déjà un colis standard. Donc là, c'est un exemple de colis. Donc par exemple, ça va être colis, un produit. Ou colis, petit produit. Je mets la longueur, la largeur, la hauteur, le poids. Je pense que vous connaissez si vous faites de la livraison. En fait, le transporteur, il va calculer ce qui est le plus avantageux enfin, ce qui est le plus difficile à transporter, que ce soit du volume ou du poids. Et en fait, si un produit est plus lourd que volumineux, ça sera facturé au poids. Si un produit est plus volumineux que lourd, ça sera facturé au volume, en fait. Donc ça, c'est le transporteur qui le calculera en fonction de celui que vous choisissez. Ça sera très variable. Donc n'hésitez pas à faire jouer la concurrence sur ça. Par exemple, si vous vendez des poufs en polystyrène, c'est très léger mais c'est très volumineux. Du coup, vous serez facturé au volume. Si vous vendez à l'inverse des cartons de bouteilles de vin, bah, c'est peu volumineux, mais par contre c'est lourd. Du coup, vous serez facturé au poids. Généralement, c'est comme ça. Dès qu'en fait on franchit un certain seuil, c'est le ratio poids mètre carré, il me semble, mètre cube, qui permet de faire ça. Donc voilà, j'ai paramétré mon premier colis. Je vais pouvoir ajouter un colis avec un colis de 50 par 50 par 50, c'est un carré. On peut paramétrer une enveloppe ou un emballage souple, enveloppe plastifiée, si on vend des choses qui sont un peu moins fragiles ou un peu moins volumineuses. Ça peut rentrer dans des emballages souples ou des enveloppes. Et derrière, donc là, je vais faire moi un colis qui va faire 1 kg. Hop.
Et là, je vais taper colis moyen. Hop, définir comme colis par défaut. Si jamais on a l'habitude de faire ce genre de livraison, on peut le définir en colis par défaut. Hop. Je ne vais pas le faire. Voilà. Donc là, j'ai par défaut mon colis petit produit. Parce que je fais des ventes à l'unité principalement. Donc je le définis comme ça. Ensuite, le bordereau d'emballage. Donc là, en fait, c'est le bon de livraison qui sera présent dans lors de la traite de vos commandes. En fait, vous allez pouvoir mettre un papier qui va être le bon de livraison dans le colis directement. Comme ça, quand la personne va recevoir, elle aura son bon de livraison. C'est important, surtout si vous bossez en B2B. Pour la livraison, la personne aura besoin de ces informations-là. Donc voilà. Comment c'est fait de base? Si je fais modifier ici, vous allez voir que c'est pas super digeste. Ça va être du code en fait qui va générer dynamiquement certains éléments. On peut faire bien sûr un aperçu du modèle ici. Et vous allez avoir l'aperçu du récapitulatif de commande qui est ici. Donc là, vous voyez que là, en plus de ça, c'est en anglais. Donc, c'est pas super bien fait pour le coup. Mais je vous ai trouvé une application qui permet de traduire tout ça et de le modifier. Donc ça, c'est très pratique. Alors, hop, ici. Donc là, on a activé le click and collect. Pour ça, en fait, vous allez pouvoir installer une application qui s'appelle PDF Invoice Order Printer par Avada. Donc, Avada, c'est un logiciel, on va dire, de solution d'emailing de base qui propose des applications Shopify. L'application, elle est gratuite. Vous allez pouvoir donc l'installer gratuitement et l'utiliser et utiliser les templates. Donc ça, c'est très pratique. Vous allez tout simplement avoir à faire à remplir comme information trois étapes. Ça va être uploader votre logo, donc télécharger le logo de votre société pour l'afficher sur la facture et sur le bon de commande, en gros. Ensuite, il va falloir paramétrer les templates. Les templates, il y en a plusieurs. Ils vous mettent à disposition plusieurs templates qui sont en fait des templates de facture, donc des modèles de facture pré-remplis, des modèles de bonne livraison, et vous allez voir, il y a plusieurs modèles comme ça qui sont à disposition gratuitement et qui seront personnalisés. Et derrière, on va faire 2-3 configurations, mais c'est très rapide. Donc, pour ça, il va falloir tout simplement installer l'application du coup qui s'appelle PDF Invoice. Hop. Ça, je suis bon. Ça, je suis bon. Ça me plaît pas. Du coup, je vais aller dans l'application. Et ici, je vais faire visiter l'App Store. Je vais faire PDF Invoice dans la recherche. Hop. Voilà, c'est celui-là, by Avada Commerce. Je vous ai mis le logo si jamais. Donc là, toujours pareil, regardez souvent les free plans available. Ça veut dire qu'il y a des modes, un modèle gratuit qui fonctionne très bien en général. Hop, j'ajoute l'app. J'installe l'application. Donc voilà, là on arrive sur le screenshot, la capture d'écran que je vous avais mis. Donc là, ce que je fais, c'est que je télécharge mon logo. Hop. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais faire Setting Your Template. Donc là, je vais pouvoir en fait paramétrer de façon visuelle, on va dire, les différents éléments graphiques. Donc par exemple, je vais prendre la typo Oswald. Je peux sélectionner la taille du logo. C'est pas normal. Faudrait que vous réessayiez, je pense, pour le coup. Je pense que ça, il n'y a pas de souci pour le téléchargement de l'appli. C'est bizarre, Olivier. On verra ça éventuellement. Vous pourrez me partager votre écran à la fin de l'atelier, éventuellement. Dans tous les cas, je vais vous montrer. C'est facile à paramétrer. Vous pourrez le faire plus tard. C'est très vite fait. Donc là, vous avez les couleurs par défaut. Vous pouvez bien sûr reprendre les couleurs qui vous intéressent. Donc là, vous en avez plusieurs à disposition. Vous pouvez aussi bien sûr
sélectionnez celle qui vous plaît. Moi, je vais reprendre celle-là, par exemple. Voilà. La taille de la police. Et derrière, je vais faire Review. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais sur mon dashboard, du coup. Donc là, pareil, je suis dans l'interface Avada. Donc je ne suis pas dans l'interface Shopify. Ça peut beaucoup y ressembler, c'est vrai. Mais là, ça sera que dédié justement aux factures et à l'affichage, on va dire, de ces factures. Donc là, ici, on va aller dans Template et on va voir que les templates sont déjà créés. Donc, vous voyez que là, j'ai le template de facture, le template de bonne livraison, le template de commande et le template de remboursement. Donc là, ici, je vais faire par exemple le bon de livraison ici. Je vais faire Edit. Donc là, voilà, j'ai mon, j'ai mon modèle qui est fait, il y a mon logo, etc. Ce que je vais pouvoir personnaliser, du coup, c'est tout ça. Donc là, je vais pouvoir éventuellement changer la devise. Donc là, je suis encore en dollars, mais sinon, je peux faire éventuellement la devise de la facturation. Donc ça peut être modifiable. Bon, là, pour le coup, je ne l'ai pas modifié. En fait, ça changerait la devise ici. Je peux éventuellement aussi renommer ça. Hop, bon de livraison. Hop. Je fais save. Ok, ça c'est bon, c'est sauvé. Derrière, je peux choisir le thème. Donc là, j'ai le thème actuel. Je peux aussi faire print by default. Donc là, en fait, ça va être imprimé obligatoirement cet élément-là. Je peux éventuellement changer. Donc si je fais switch ici, sur le bouton, je peux changer de modèle. Et donc là, vous voyez que j'ai pas mal de modèles à disposition. Donc là, je vais pouvoir prendre, hop, je vais aller dans Packing Slip, c'est le bon de livraison, en fait, le modèle de bon de livraison. Donc moi, par exemple, j'aime bien celui-là, hop, je le charge, et ça va actualiser ma page. Donc ça permet d'avoir quelque chose de visuel et de très propre rapidement. Vous allez me dire, mais c'est pas traduit. C'est vrai, c'est pas traduit. On va le faire juste après. On va voir que justement, il y a un onglet Translation qui permet de traduire les contenus de tous ces templates automatiquement. Et donc en fait, hop, je vais aller là-dessus. Et ici, vous allez voir PDF, language, document, billing address, tout cette PDF, ok. Donc ça, on va cocher. Et la langue principale, hop, c'est bien en français, mais du coup, il va falloir que on la laisse comme ça. Et là aussi, French. Donc on voit en fait que les champs sont déjà renseignés. Donc là, adresse en anglais, adresse en français, etc., etc. Donc si je vais de manière générale ici, par exemple, vous voyez que là, tout est traduit. Donc là, vous voyez que c'est déjà fait pour vous. Vous allez faire update, ça veut dire mettre à jour. Et donc ici, c'est bon. Ensuite, je peux éventuellement changer quelques réglages. Donc là, c'est les réglages de ma société. Donc par exemple, hop, Toulouse, Jeanne d'Arc. Mon numéro de TVA, donc là, je le laisse comme ça. Mon numéro de téléphone, mon email, mon numéro d'enregistrement. Hop. Voilà, online store. Donc là, je vais pouvoir justement sélectionner directement sur mon store ce que je veux afficher. L'email de réponse, donc ça c'est déjà paramétré, c'est bon. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire pour le coup. Voilà, j'enregistre mes réglages. Et voilà, donc dès que la personne passera commande, elle aura directement ces informations-là. Donc ici, hop, si je retourne dans l'accueil, que je configure ça, et que je retrouve ici, normalement, attention, ça ne devrait pas être actualisé dans l'aperçu, mais
Mais sinon, c'est totalement actualisé. Donc là, vous voyez que ça n'a pas changé parce que c'est, comment dire, Shopify ne le met pas à jour directement, mais en fait, ça sera à jour sur le site, hein, en live. Donc, pas de souci pour ça. Hop. Donc voilà, donc là c'est bon, il n'y a plus rien à faire sur cet outil, une fois que c'est paramétré. Bon, bien sûr, là je l'ai fait rapidement et j'ai fait qu'un seul template, mais bien sûr, si vous faites, faut faire aussi le bon de livraison, la facture et la commande. Le bon de livraison c'est fait, mais la facture, la commande et le remboursement, il faut le paramétrer aussi. Hop. Du coup, ensuite, hop, ajouter les informations, ok. Alors ici, du coup, on va aller dans l'accueil. On va dire que nos taxes et les expéditions sont paramétrées. C'est peut-être parce que vous êtes sur iPad, c'est peut-être essayer en version ordinateur sur les navigateurs sur tablette, parce que c'est peut-être des outils qui sont utilisés que sur ordinateur. Donc ici, on va ajouter maintenant les informations juridiques. Donc si vous souhaitez vendre en ligne, il faut savoir qu'il y a des obligations juridiques à remplir pour pouvoir vendre sur Internet. Donc ici, on va pouvoir directement paramétrer toute la partie juridique en ajoutant des pages légales. L'avantage, c'est que Shopify vous a listé directement tout et vous a fait des coquilles vides sur lesquelles on va pouvoir copier-coller le contenu de nos mentions légales, de nos politiques de remboursement, de confidentialité, des conditions d'utilisation, des politiques d'expédition, des conditions générales de vente et des mentions légales. Alors, je vais vous prioriser ce que vous devez faire absolument. Absolument, c'est les CGV. Les CGV sur un site e-commerce, c'est obligatoire. Et en plus de ça, ça doit être bien rédigé. Attention, les conditions générales de vente doivent principalement être rédigées par une personne compétente. Je ne vous conseillerais pas forcément d'utiliser des générateurs en ligne gratuits parce que c'est pas forcément adapté à votre activité et du coup vous pouvez ne pas être couvert s'il y a un problème sur un produit, sur une vente. Donc je vous conseillerais au moins de demander des conseils à un avocat, à votre comptable aussi. Votre comptable peut vous aider éventuellement sur ce genre de problématiques parce que souvent ils ont des services juridiques et du coup il va vous faire le listing des éléments que vous pouvez vous faire et des éléments que vous devez faire faire. Et je pense que ça fera partie des éléments que vous devrez faire faire pour le coup. Si jamais vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à m'en poser. Pour le coup, j'en ai fait faire pas mal. Vous pouvez faire ça de façon différente, on va dire. Il y a des solutions de générateurs de CGV en ligne qui sont payants. C'est des personnes qui le font à distance pour vous. C'est possible aussi. Vous pouvez le faire en ligne, mais je vous conseillerais de payer pour ça parce qu'il faut que ce soit bien fait, que ce soit bien protégé, on va dire. Les mentions légales. Les mentions légales, je vais vous proposer une solution qui est gratuite. Et là, c'est un générateur en ligne gratuit. Donc ça, c'est une solution qui est développée par Orson.io qui génère automatiquement vos mentions légales. Hop. Je vous le mets dans le chat directement. Comment ça se passe pour générer ces mentions légales? C'est très simple. Vous allez pouvoir en fait remplir un formulaire et derrière, ça va récupérer toutes les informations pour vous et vous les générer. Hop. Alors, on va le faire avec l'horloger. Hop, je vais récupérer le lien du site. On va être dans l'optique que je vends des montres. Hop. Je mets le lien du site. Je suis en SAS. Hop. L'horloger. Mon adresse. Hop. Voilà, mon capital social. Hop. Numéro de TVA intracommunautaire. Hop, voilà. Le webmaster. Donc là, vous pouvez mettre le nom de votre webmaster. Si c'est vous qui faites vous-même le site, vous pouvez mettre vous-même. Donc votre nom et votre prénom et votre contact email. Le responsable de la publication, pareil. Si c'est vous qui publiez le contenu, c'est vous qui serez responsable et donc qui serait mentionné ici. Ou sinon, c'est votre webmaster aussi. Le nom du représentant légal de l'entreprise. Donc là, pareil, hop, vous renseignez les informations. Ville du tribunal de compétences. Donc là, c'est là où vous êtes enregistré au RCS. Donc, si vous êtes en société, si vous êtes à Toulouse, en fait, c'est en fonction du siège social en général que vous êtes attribué. Donc, je pense que vous êtes principalement à Toulouse ici. Donc là, moi, je suis à Auch pour le coup.
Hop, je renseigne ça. Ensuite, l'hébergement. L'hébergement ici, ça va pas être ces hébergeurs-là, du coup. Attention, c'est pas parce que vous avez un nom de domaine chez un hébergeur que vous allez forcément avoir l'hébergement chez eux. Par exemple, sur Shopify, l'hébergement se fera par Shopify. Donc, il va falloir renseigner les informations de Shopify. Donc là, en fait, hop, Shopify, je ne connais pas l'adresse. Shopify, France, adresse. Pareil, on va tester ça. Mention légale, Shopify. Voilà. Ok, c'est pas en France pour le coup, là je vais mettre ça. Donc voilà, vous pouvez récupérer ces informations-là. C'est pas super important, hein, l'adresse de l'hébergeur, mais bon, voilà, on le met quand même. Hop. Hop, Ottawa, Ontario. Hop. Hop, je coupe ça. Ça va être le code postal, ça. Voilà, numéro de téléphone. Je pense pas qu'ils en aient laissé un ici. Ah si, voilà. Hop, nickel. Hop. Voilà. Suivant, du coup. Votre numéro CNIL, si votre site est protégé par la CNIL, du coup, que vous avez déclaré votre site à la CNIL, vous pouvez rentrer votre numéro ici. Le délégué à la protection des données, vous devrez normalement en avoir un obligatoirement dès que vous avez un site internet pour que cette personne soit responsable de la protection des données collectées sur votre site internet. Il faut demander à votre développeur ou à votre webmaster ou à vous-même si vous pouvez le faire. Moi, je sais que nous, quand on fait des sites internet, on est on renseigne les mentions légales et on se met en DPO parce que on est compétent sur le sujet, mais voilà, faut voir si quelqu'un est compétent. En fait, à quoi ça sert d'avoir un DPO? C'est Data Protection Officer en anglais. C'est pour qu'en fait, le jour où il y a une demande d'une personne qui s'est plaint peut-être sur l'utilisation de ses données personnelles, etc., ben en fait, c'est la personne qui répond à toutes les questions concernant la protection des données, qui va aussi, éventuellement, s'il y a une demande de suppression d'informations personnelles, qui va gérer la suppression de ces informations personnelles et qui va gérer aussi la protection de ces données personnelles. Donc, où est-ce que vous stockez ces données-là? Comment vous les stockez? Et en fait, donc, c'est la réponse à comment vous protégez les données des personnes, en fait. Est-ce qu'elles sont bien protégées? Est-ce qu'elles sont en sécurité? Voilà, il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas à demander à votre prestataire qui fait le site, si jamais, si la personne peut être compétente sur ce sujet-là. Si jamais vous avez des questions sur ça, nous, on le fait pour des boîtes. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Hop. Les données collectées. Alors là, ça va être deux choses. Il va y avoir les moyens pour collecter les données et il va y avoir aussi les types de données qu'on va enregistrer. Donc, on me demande souvent, est-ce que la carte bancaire fait partie des données collectées? Non. Les personnes qui renseignent une carte bancaire pour payer sur un site, le site n'enregistre pas les coordonnées bancaires des personnes. Sinon, ça serait un peu dangereux pour le coup. Donc non, les données collectées ne font pas, les cartes bancaires ne font pas partie des données collectées. Par contre, en fait, là pour le coup sur du e-commerce, vous allez devoir renseigner toutes les informations que vous collectez généralement en fait sur le site de manière générale. C'est-à-dire que si vous allez sur la boutique et que vous voulez passer une commande sur le site, admettons, hop, je vais faire ça directement, acheter maintenant. Ici, toutes ces coordonnées-là, vous allez devoir les lister. Donc, email ou numéro de portable. Donc là, on met les deux. Du coup, email, téléphone. Normalement, vous mettez numéro de téléphone. Ensuite, qu'est-ce qu'on va collecter d'autre? L'adresse d'expédition, du coup. Donc, voilà. Même si on ne fait pas sauvegarder, en fait, pour la prochaine fois, on enregistre ces données-là en tant que e-commerçant, parce qu'en fait, on va avoir le récap de la commande, et donc pour livrer, on a besoin d'avoir ces données-là. Donc, bien sûr, c'est logique et c'est justifié d'avoir les données d'adresse personnelle des personnes, sinon on ne pourra jamais livrer le colis. Donc, c'est logique d'un côté d'enregistrer ces données-là. Donc, au final, ça va être email, numéro de téléphone, nom, prénom. Même si c'est facultatif, il y a des personnes qui peuvent le renseigner. Du coup, dès que la personne le renseigne, il est enregistré.
Donc, en fait, c'est une donnée collectée, du coup. Parce que même s'il n'y en a qu'une sur 100 qui renseigne le prénom, mais du coup, vous collectez ces données parce que vous proposez de remplir ce champ. Du coup, c'est des données collectées. Donc, il va y avoir prénom, nom, email, numéro de portable. On peut éventuellement préciser numéro de téléphone mobile. Derrière, ça va être adresse, code postal et villa, du coup. Donc là, ici, hop, adresse, code postal, villa. Durée de conservation de ces données. Alors, par défaut, les données seront conservées 24 mois. Et enfin, les données permettant d'améliorer l'expérience utilisateur et de proposer des conseils contextualisés. Donc là, ça va être la liste en fait, des outils que vous utilisez, vous. Généralement, qu'est-ce qu'on utilise sur un site Internet pour analyser et améliorer la performance de l'expérience utilisateur sur un site? En général, on va utiliser Google Analytics. Si vous l'installez, bien sûr. Ensuite, moi, ce que j'utilise souvent, c'est Google Tag Manager. J'utilise aussi Hotjar. J'utilise la publicité, donc je vais le renseigner aussi ici, Google Ads, Facebook Ads, et j'utilise aussi des solutions d'email. Donc par exemple, j'utilise Sendinblue, et j'utilise aussi éventuellement HubSpot, c'est un CRM. Voilà. Et donc là, pareil, là, pour le coup, c'est 24 mois aussi. On doit préciser 24 mois. Comme ça. Donc voilà, on a toutes les informations, on a rempli toutes les questions demandées. Et derrière, on a la possibilité soit de renseigner, de faire un don, en fait, pour l'outil, ou sinon, on ne donne rien. Donc là, je ne vais pas forcément donner pour l'exemple. Je donne de temps en temps. Hop. 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 Normalement, ça marche quand même. Si on donne notre mail. Voilà, hop. Et donc ici, on a notre politique de mention légale qui est rédigée pour nous. Hop. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut copier directement. Hop, copier. Hop, et voilà. Et ici, mention légale, coller. Voilà. Là, j'ai mes mentions légales qui ont été ajoutées. Donc, bien sûr, le reste, il va falloir aussi l'ajouter. Donc, vous devrez peut-être, à chaque fois, ça vous dit, ajouter vos politiques au menu de votre boutique en ligne. C'est ce que je vous disais, si on ajoute un deuxième menu, ça pourrait être intéressant de le faire, par exemple. Donc voilà, ensuite, hop, je vais dire que ça, c'est mes CGV. Hop, ça, c'est ma politique d'expédition, ça, mes conditions d'utilisation, ça, ma politique de confidentialité, et ça, ma politique de remboursement. J'enregistre. Donc là, si je clique sur le bouton, c'est le même pour toutes les politiques. Hop. Ah, ça me redirige vers le lien, mais ici, ça va pas m'aller. Par contre, du coup, si je vais sur boutique en ligne, que je vais sur navigation, ce que je vous disais, c'est qu'on peut créer un menu pied de page. Donc là, il est déjà créé, par défaut, il le sera. Donc vous pouvez l'utiliser, en fait, et plutôt que de faire un système de recherche, on va pouvoir ajouter des éléments. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher une page. Il me semble qu'à l'intérieur, on va avoir... Hop. Hop. Hop, afficher le guide. Non. Hop. Hop, je vais refaire ça. Alors, du coup, ça doit être... Ah, je pense que je peux plus modifier ça pour le coup. Je pense pas pouvoir le modifier à nouveau. Hop.
Hop. Non, je ne vais pas l'avoir. Je vérifierai, mais... ah non, voilà, c'est là, pardon. Légal. Hop. Du coup, hop, voilà. Ok, on va ajouter vos politiques au menu. Je vais vérifier comment ça s'ajoute. Paramètres légal, politique. Pour afficher les informations juridiques. Ah ok, en fait, c'est pas renseigné, ça crée pas de page automatiquement. Ok, donc il faudra créer des pages. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, pour le coup, sur ce genre de page, on n'est pas obligé de faire du visuel pour ce genre de page. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement créer des pages standards, comme ça. Hop, ajouter une page. Et ici, tout simplement, on va copier son texte. Hop. Hop. Ici, par exemple, conditions générales de vente. Hop. Et ici, tout simplement, je colle mon texte. J'enregistre. Afficher la page. Et là, voilà. C'est très basique. On n'a pas besoin de plus pour des CGV. Dans tous les cas, c'est pas forcément très digeste à lire. C'est vraiment pour les gens qui veulent en savoir plus sur un point en particulier. Et c'est pour les juristes, etc. Donc, c'est pas forcément très important. C'est important de les avoir, mais c'est pas forcément hyper important à mettre en forme, on va dire. Alors, on va voir justement le paramétrage de sa boutique pour conclure. Hop. Alors du coup, on va paramétrer les paiements. C'est quelque chose de très simple. D'abord, en fait, ce que vous allez devoir faire, vous, de votre côté, c'est que vous allez devoir d'abord créer vos comptes sur les plateformes de paiement sur lesquelles vous souhaitez encaisser de l'argent. Euh, Généralement, la plateforme de paiement qu'on utilise en e-commerce, ça va être Stripe. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne et quels sont les tarifs de Stripe. C'est un peu plus de 1% sur les tarifs. Stripe est gratuit, en fait, la gestion du compte est gratuite, il n'y a pas d'abonnement ou quoi. Par contre, ça va être des pourcentages de commission. Donc là, on est à 1,4% pour les cartes européennes, plus 0,25 centimes. Il me semble qu'on a des tarifs différents. Ouais, voilà. Donc voilà un peu les tarifs de Stripe. L'avantage, c'est que en fait, c'est une solution globale, hein, c'est utilisé partout et c'est déjà préfabriqué, on va dire, avec Shopify. Donc c'est ça qui est pratique. Donc en fait, il va falloir créer votre compte sur Stripe avec votre RIB, les informations de l'entreprise. Euh, Ok, chez les banques, c'est dans les 0,40. Ouais, ben en général, c'est Stripe qu'on utilise parce que les solutions des banques ne sont pas forcément bien intégrables sur les plateformes de paiement. À voir si votre banque dispose d'une application Shopify, pour le coup. En fait, à l'intérieur de compte Stripe, pour les entreprises, on peut ajouter deux sites, hein. On peut ajouter deux sites, il me semble, sur le même compte Stripe. Euh, Ouais, c'est ça. Il faut ajouter les 2% de Shopify. Ouais. Donc oui, il y a un pourcentage quand même qui est conséquent, j'en suis conscient. Mais voilà, vous pouvez calculer à peu près 2,4% pour les commissions sur les ventes. Ouais. Donc ouais, après, bien sûr, toujours pareil, ça dépend de votre volume de chiffre d'affaires. Il faut faire le calcul, j'avais commencé à le faire. Euh, Vous faites le calcul en fait tous les mois de ce que ça vous coûte, Shopify. Donc là, hop, je vais taper UTM. Hop. Je vais vous faire le calcul, si vous voulez, de ça. Hop. Alors, ça vous coûte 79 dollars par mois et là, 29 dollars par mois. Donc là, je vais faire une nouvelle page ici pour faire le calcul. Hop. Donc là, j'ai le tarif à 29 dollars, j'ai le tarif à 79 dollars. Derrière, donc, je vais avoir égal ça
fois 12. Donc voilà, en gros, à l'année, ça vous coûte ça, le tarif Shopify. Hop, voilà. Ensuite, du coup, ce qu'il faut calculer, c'est combien vous faites de chiffre d'affaires. Combien vous faites de chiffre d'affaires, admettons, je ne sais pas, vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires sur la même période. Donc voilà, vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires pour les deux. Du coup, ça fera, avec cette offre, 2%, 2% de commission. Donc ça fait ça fois 0,2. Non, ça va faire 0,02. Hop, ça me fera 200 euros sur 10 000 euros. Et ici, hop, je tire ça. Et ici, je serai à 0,01. Donc au final, je vais gagner 100 euros en passant sur cette offre. Donc vous voyez qu'il y a des seuils, il y a des seuils qui sont atteignables, mais qui sont très volumineux. Donc là, en fait, il faudrait que j'arrive à un écart du double. Donc il faudrait que j'arrive, il me semble, pas loin de 80 000 euros, je pense. Donc c'est des sommes qui sont énormes, déjà. Voilà, pour gagner 800 euros, donc à peu près l'écart un peu moins, il faut arriver à 60 000, 70 000 euros de chiffre d'affaires pour basculer en solution 2 et que ce soit plus rentable pour vous sur les commissions. Donc voilà. Donc si vous faites quand même 80 000 euros de chiffre d'affaires, vous reversez 1600, c'est pas non plus. Enfin, voilà. C'est sûr, c'est une commission, mais voilà. Je préfère être transparent et vous dire tout ça. Et que vous puissiez comparer. Mais voilà. En gros, si vous dépassez 50 000 euros de chiffre d'affaires, il vaut mieux passer sur la solution 2. Vous commencerez à gagner par rapport à la solution 1 au niveau des commissions, mais pas avant. Donc voilà. Du coup, hop, pour reprendre sur les moyennes de paiement. En fait, ici, en bas à gauche, vous allez avoir les paramètres. Les paramètres, ils vont vous permettre de gérer en fait toute la logistique, tout le fonctionnement de manière générale. Donc ici, vous allez pouvoir justement paramétrer les systèmes de paiement et ici aussi personnaliser les processus de paiement en ligne. Donc là, les systèmes de paiement, c'est ici que je vous disais en fait que vous allez pouvoir activer les moyens de paiement. Donc là, bien sûr, il y a des moyens de paiement alternatifs ou manuels et c'est là, je pense, où vous allez pouvoir peut-être connecter vos banques. Donc, il y en a quand même pas mal. Hop, ok. Il n'y a pas l'air d'y avoir. Hop. Je sais pas, je vais chercher par exemple caisse d'épargne. Non, ok. Donc, à voir si les banques sont liables là-dessus. Sinon, on peut faire aussi manuellement. Donc là, on va pouvoir aussi créer un moyen de paiement personnalisé. Donc, cash on delivery, c'est un truc qui se fait beaucoup en Asie. C'est une pratique qui se fait énormément. C'est-à-dire qu'en fait, on commande sur le site et on paye à la livraison. Donc, ça se fait beaucoup, pour le coup. Donc, les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser de carte bancaire, ils utilisent que du cash. Du coup voilà. Ensuite, ça va être avec un virement bancaire, money order, je ne sais même pas ce que c'est pour le coup. Mais voilà, il y a possibilité d'ajouter des moyens de paiement manuels, des moyens de paiement alternatifs ou sinon des fournisseurs tiers. Les fournisseurs tiers, euh, et donc là, je vais pouvoir aussi, donc de base, ça va être Stripe, du coup, qui va être possible, et je vais pouvoir aussi afficher les fournisseurs pris en charge. Et donc là, en fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fournisseurs tiers. Donc, je vais regarder. J'ai vu que là, moi, je bosse déjà avec des boîtes qui utilisent Aiden. Je ne sais pas si vous connaissez. Je sais que ça s'utilise pas mal aussi. Donc, Euh, à voir les solutions. Là, il y a Payplug, par exemple, aussi, qui est assez connu, qui est français, il me semble. Euh, Faire de la tag, GetPay. Voilà. Donc, à voir avec vos banques si elles ont des applications disponibles pour ce genre de choses. Mais en général, elles ne sont pas super bien digitalisées, les banques traditionnelles. Du coup, elles n'ont pas forcément cette solution-là. À voir, à vérifier. Donc, voilà un peu pour la configuration des moyens de paiement. Regardez bien les fournisseurs tiers. Il y a aussi PayPal qui propose son système. PayPal, ils sont moins chers. Il me semble que c'est 0,9. PayPal e-commerce, commission. Non.
Hop. Je ne sais pas où c'est affiché pour le coup. Non, faites-vous payer sur votre site. Bon, je suis déjà dessus. Hop, on savoir plus sur les frais. Donc ouais, ça c'est les frais à l'international pour le coup. Les frais de base, ils sont où? Euros, j'ai pas, ça c'est à vérifier, mais il me semble que de mémoire, c'était un pourcentage. C'était un pourcentage inférieur à 1%, là, ratio. Non, c'est un ratio, ça, c'est. Donc ça, c'est les frais internationaux, bien sûr. France, Europe. C'est 1%, ok, d'accord, merci pour l'info. Voilà. Ok, il me semble qu'avant c'était 0,9, ils ont peut-être augmenté ça. Ce meuble, il faut regarder dans les solutions à disposition. Hop, je suis plus dessus. Hop, voilà. Donc on va regarder là, choisir un fournisseur tiers. Hop. Non, SumUp n'a pas la possibilité. Enfin, en tout cas, n'est pas présent ici. Hop. Donc, je vais regarder éventuellement ici. Hop. Europe. On va regarder pour la France. À regarder aussi avec Amazon Pay, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas. N'hésitez pas à aller regarder les tarifs de chaque solution, comme ça, et vous verrez aussi en fonction. Donc dans tous les cas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le paramétrage des moyens de paiement. Donc voilà. Hop. Ensuite, que regarder de plus sur ça? Gérer les notifications. Donc les notifications, ça c'est hyper important. C'est pour que la personne en fait reçoive les confirmations de commande, etc. C'est toutes les notifications que vous recevez quand vous commandez sur Internet. Par défaut, c'est très bien fait. C'est déjà en français. Donc là, en fait, vous pouvez regarder éventuellement les aperçus, mais par défaut, tout est très bien fait pour le coup. Donc, pas forcément besoin d'y toucher. Nouvelle commande du personnel, éventuellement, voilà. Enfin, on peut faire ça éventuellement, voilà. Donc ça, pas de souci à ce niveau-là. Configurer les taxes, ouais. Configurer les taxes, donc c'est pour la TVA. On va pouvoir en fait ajouter des taxes en particulier. Donc là, afficher tous les prix, taxes incluses. Donc là, c'est quand on est en B2C, c'est-à-dire qu'on ne vend pas à des professionnels, on peut afficher les produits TTC. Si jamais on est que sur du B2B, ça peut être intéressant d'afficher que les prix hors taxe, éventuellement. Derrière, ce qu'on va avoir comme possibilité, c'est qu'on va pouvoir ici configurer par exemple l'Union européenne. Ils ont exclu le Royaume-Uni dû au Brexit pour le coup. Et derrière, on va avoir le reste du monde. Donc on va configurer l'Union européenne. Et ici, d'entrée, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter son numéro de TVA. Donc de façon à tout simplement déclarer la TVA qu'on fait sur le site e-commerce. Donc là, ça va être simple. On va ajouter le pays et le numéro de TVA en question. Hop. Derrière, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir aussi ajouter des dérogations. Donc là, c'est des dérogations aux frais d'expédition. Qu'est-ce que c'est? En fait, si vous vendez en ligne de l'alcool, de la nourriture, vous n'allez pas avoir les mêmes impositions de TVA, en fait. Donc, vous allez pouvoir ajouter des dérogations là pour des pays
et on va pouvoir ajouter des dérogations pour les produits. Donc pour les produits, on va pouvoir faire des collections en particulier. Par exemple, si vous vendez de l'alcool, je n'ai pas les taux d'imposition de tête, mais de l'alcool, de la nourriture, c'est pas le même pourcentage d'imposition en termes de TVA. Et donc, en fait, vous allez pouvoir personnaliser en sélectionnant la collection en question, en sélectionnant le pays. Moi, je ne peux pas le faire actuellement parce que j'ai toujours tout simplement pas validé mon numéro de TVA. Mais il faut savoir que c'est possible à mettre en place et que c'est assez simple, vous voyez. On applique tout simplement le taux de TVA à la taxation appliquée. Donc voilà un peu pour ça. Que dire de plus? Vous pouvez aussi, donc je vous l'avais dit la dernière fois, je vous montre l'application rapidement. On a une application Shopify qui existe, qui est très bien faite, qui permet, une fois que la boutique est créée de façon visuelle, de façon une fois qu'on a paramétré les taxes et tout, on va pouvoir justement gérer la remontée de ses commandes directement sur le téléphone, activer les notifications et au final, c'est comme une appli classique où on a les notifications de nouvelles commandes. Comme ça, on peut préparer la commande, la livrer, activer bien sûr une fois que la commande est tombée l'envoi et donc la notification se lance comme quoi la commande est partie et derrière donc c'est le client qui va recevoir la commande. Ensuite il y a un rapport, on va dire un dashboard sur l'évolution des ventes au fil du temps comme vous le voyez ici. Euh, on peut toujours ajouter des produits, ajouter 2-3 éléments, mais c'est assez léger. C'est une version simplifiée encore. Déjà que la version de base est plutôt bien simplifiée. Euh, voilà, vous allez pouvoir gérer 90% de l'activité, on va dire, avec votre téléphone. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça vous évite d'aller derrière un ordi, d'aller quelque part. Là, vous avez juste le téléphone, vous traitez les commandes, et ça part. C'est très, très, très pratique pour ça. Vous pouvez aussi continuer de vous former avec la chaîne YouTube qui a été dédiée pour la France de Shopify, pour le coup. Euh, donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir la liste des vidéos. En fait, je vais vous le mettre dans le chat. Hop. Vous allez avoir la liste des vidéos pour aller un peu plus loin avec la solution. Comment, par exemple, configurer un transfert d'email, comment créer des menus spécifiques, euh, développer son activité avec la publicité. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont présentes dans ces tutoriels. Donc, c'est directement dans les outils en plus. Enfin, voilà, on rentre directement dans l'interface. Ça répond peut-être aussi à pas mal de questions pour le coup, donc pas de souci. Donc voilà, je vous laisse un petit moment pour écrire vos questions dans le chat et j'y répondrai avec plaisir. Nous, ce qu'on fait au quotidien, ben, c'est qu'on, notamment avec l'atelier du site, on a lancé une formule pour, euh, pour pallier justement au confinement, qui est une formule de création de site Shopify pour toutes les entreprises qui ont besoin de vendre sur du e-commerce. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins ou des questions sur la création d'un site e-commerce. Bien sûr, je réponds aux questions, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner mon mail, voilà. Mais là, justement, il y a un exemple de site qu'on a fait, c'est la pelucherie. Voilà, on a fait quand même pas mal de sites sur Shopify déjà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là. Donc, voilà un peu. Si vous avez des questions, vous pouvez scanner le QR code pour atterrir sur notre site, sur l'atelier du site. Et si jamais vous avez des questions, vous avez mon email présent ici. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, bien sûr, il y a des logiciels de caisse qui existent, bien sûr. Je vais sortir une liste là, hop. Hop. Alors, ce qu'on va faire en fait sur le système de points de vente, on va pouvoir le paramétrer. C'est que ici, en fait, on va pouvoir ajouter des canaux de vente et on va pouvoir ajouter un point de vente physique. Comment on fait? C'est qu'en fait, de base, le canal de vente, c'est la boutique en ligne, mais on peut en ajouter d'autres et vous allez avoir plusieurs solutions. Donc, notamment le point de vente avec, de la caisse. Donc, ici, je vais pouvoir faire ça. Il y a des applications qui existent pour lier le point de vente à ça.
Hop, donc là, il faut répondre au questionnaire, soit au marché, soit dans les boutiques, ou dans mes propres boutiques physiques, par exemple. Combien d'emplacements avez-vous? Par exemple, j'en ai un. Quel système de solution de vente vous utilisez? Et là, déjà, il y en a quelques-unes. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y en a quand même quelques-unes. Bon, là, je peux faire autre éventuellement. Là, je peux mettre mon chiffre d'affaires. Et derrière, je vais pouvoir faire suivant. Et en fait, ils peuvent vous faire, il me semble, la caisse. Hop. Et donc là, si je fais suivant, par exemple. Et donc là, il y a une solution de caisse. En plus, bon, c'est payant pour le coup. Et il y a un essai gratuit jusqu'au 4 décembre. Si jamais vous voulez tester, pour le coup. Donc voilà un peu. Donc, n'hésitez pas à retourner sur la chaîne YouTube, pour le coup, pour aller plus loin, ou à revisionner le live. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hop. Du coup, j'ai terminé de partager mon écran. Hop. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Non? C'est bon? Du coup, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Vous recevrez normalement un, un mail de la CCI pour avoir le lien du revisionnage du live. Il me semble que sur la page Facebook de la CCI Toulouse, c'est aussi disponible. Et vous pourrez le revoir aussi. Voilà, pas de souci. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.